Petite un moment d'attention. Bonjour, je m'appelle Julien, secrétaire général de Force Vive, de Montpellier, bonsoir, Loïc Lefebvre-Préjean. Il y a un deuxième invité qui s'appelle Frédéric Pierucci, qui est retenu en ce moment par des sénateurs. Alors, je vous rassure, c'est des sénateurs français, pas des sénateurs américains. Ils viennent l'appeler, ils l'ont relâché. Donc il arrive à pied, parce que vous savez que c'est compliqué de marcher, enfin, prendre la voiture au métro, donc il est à pied pour rendre l'état d'ici 13 minutes. Ce qui fait que, grosso modo, mon président chéri, Éric Lemaire, alors, je précise, Éric Lemaire, rien à voir avec Bruno Lemaire, c'est pas la même famille, ok. Éric va faire quelques mots d'introduction, rapide. Ensuite, François, notre cher ami François, alliance du peuple, et avec un beau parcours dans le nucléaire, va nous faire une introduction, etc. Et normalement, Frédéric sera arrivé. Sinon, on trouvera 2-3 trucs pour meubler. Et Loïc fera 15 minutes, Frédéric 15 minutes, et au bout de 30 minutes, ils doivent se taire, et là vous allez le droit de les challenger, leur poser des questions, ça s'appelle un débat. Président Ganimé, à vous. Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour parler de réindustrialisation. Il y a plein de gens qui sont encore dans le métro, qui vont arriver au fur et à mesure, y compris à nos invités, donc on va l'attendre tranquillement, on les attend tranquillement. Mais on va quand même commencer parce que sinon on va se retrouver à minuit à ne pas avoir terminé. Donc, du coup je vais aller vite puisqu'on est un tout petit peu en retard. Lorsque je me souviens très bien, lorsque mes parents m'ont emmené au bureau de vote pour la première fois, c'était en 81. Mon père votait Giscard et ma mère votait Chirac. Et dans les écoles, on avait des MO5 et des TO7. On roulait dans une voiture française qui était fabriquée en France avec des composants français. Dedans, on mettait de l'essence qui venait d'un pays qui avait des relations bonnes avec la France. Bref, toutes ces choses-là, on avait un budget qui était presque en équilibre encore. Bref, on avait de l'énergie nucléaire, on nous encourageait, je crois qu'on venait d'acheter un appartement qui était entièrement à l'électricité, chauffé par le nucléaire, et on nous encourageait vivement à mettre les chauffages à fond parce que c'était cool. Et comme vous pouvez le constater, c'est plus trop le cas en fait, tout ça. Donc tout ça a disparu, et ça serait bien que ça revienne, parce que sinon on va être très vite en difficulté. C'est pourquoi j'ai organisé cette réunion. Il me semble que la réindustrialisation, c'est pour nous la mère des batailles. Et c'est également pourquoi j'ai invité des gens qui s'y connaissent. Donc on commencera avec François Henry, ici présent, qui a travaillé très longtemps dans l'industrie et qui a commis un livre qui m'a beaucoup plu sur le sujet, où il explique qu'en gros, l'emploi industriel, c'est le père des emplois de service, et que donc chaque fois qu'on perd un emploi industriel, on perd du contrôle et on perd le cœur de notre tissu en fait. Et donc il va nous présenter l'état de la situation, j'ai envie de dire, il va nous déposer le bilan, nous présenter tout du moins, et évoquer les solutions que son parti propose pour sortir de cette situation. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Loïc Lefebvre-Préjean, qu'on ne présente pas, qui nous parlera de son expérience industrielle et de pourquoi il n'y a pas moyen de créer des emplois industriels dans ce pays, et comment on fait lorsque... Alors moi j'ai une expérience personnelle, j'ai un client qui a ouvert une usine en France, et la veille de l'ouverture, alors que le député se présentait, que le ministre arrivait, et ben la préfecture a fait arrêter tout le staff. Y compris les étrangers, puisque c'était une entreprise étrangère qui s'installait, donc c'est chouette, on est vachement aidés, c'est formidable. Et donc il va nous parler de ça, je pense, entre autres. Et ensuite, nous aurons Frédéric Pierucci qui est en train de revenir du Sénat où il était auditionné, et qui nous parlera de sa propre expérience avec le problème notamment du droit, qui est l'un des obstacles. On a un expert du droit dans la salle qui est l'un des obstacles à l'industrialisation. J'ai également organisé cette réunion pour une autre raison, c'est que je pense qu'il faut qu'on se réunisse. Donc j'ai fait venir un certain nombre de responsables d'organisation, donc je pense qu'il faut qu'ils réapprennent à vivre ensemble, parce que l'une des choses qui menace notre pays, c'est la cohésion nationale. On ne fait plus peuple. Et donc j'ai réuni ici des gens qui sont mes amis,
et dont j'espère qu'à la fin de la conférence, ils seront de nouveau amis comme autrefois, et qui se réuniront, parce qu'il faut qu'on cesse de se diviser sans arrêt entre normistes et complotistes, entre anti-vax et pro-immunité, et pro-vax et compagnie, toutes ces choses-là. Il faut qu'on refasse peuple, il faut qu'on recommence à débattre. Et donc j'espère que ce soir, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger des idées et qu'on va travailler en tant que société civile, c'est-à-dire en tant que gens qui ont des compétences et des expériences à partager pour faire de nouveaux projets et ne pas partir dans des choses totalement stériles. Voilà. Ceci étant dit, je vous remercie à nouveau de votre présence. Je vous prie de nous pardonner d'avance pour les gens qui vont arriver en retard, parce que vu que j'ai une quinzaine de personnes qui sont dans le métro, je pense qu'on va se remplir progressivement. Et avec ça, je vais laisser la parole à François Marie, et je vais laisser Frédéric Camucci s'installer ici. Merci Eric. Alors bon, il me revient l'honneur de chauffer la salle en attendant qu'elle continue à se remplir. Et merci beaucoup Eric pour cette présentation. Alors je vais être assez rapide, il s'agit d'une introduction sur l'état de la France au niveau industriel et sur les solutions qui sont proposées par le parti que je représente. Force Vive, c'est une association qui regroupe des gens de bonne volonté, de tout horizon. Nous sommes véritablement un parti, je vais vous en dire quelques mots. Alors, bon, je m'appelle François Harari. Hariri, c'est le milliardaire libanais, c'était pas moi. Et c'est pas la même origine. Donc je suis syrien, j'ai servi pendant 16 ans dans l'armée française à l'époque de la guerre froide. D'ailleurs, Eric vous a évoqué ses souvenirs d'enfance. Pour moi, j'ai un petit souvenir qui va vous intéresser. J'étais jeune lieutenant en 1978, très très longtemps, en Allemagne, au milieu d'un bois, et mon capitaine m'appelle, ma fille venait d'être hospitalisée, il me tend un espèce de téléphone couleur moutarde, avec l'élégance de la couleur militaire, et il me dit « appelle ta femme ». Incrédule, je tape le numéro de téléphone de mon domicile en Allemagne, et en 1918, j'ai ma femme qui répond, qui me donne des bonnes nouvelles de ma fille. Je venais tout simplement d'utiliser le premier cell phone, comme disent les Américains, le premier téléphone cellulaire fabriqué par les transmissions de l'armée française et bien sûr toute l'industrie française des télécommunications derrière, que nous avons vu, qui s'appelait le réseau RITA, réseau intégré des transmissions de l'armée de terre, que nous avons vendu à un excellent prix aux Américains, et puis après, c'est devenu ce téléphone que vous avez dans vos mains et que je vous demanderai de vérifier qu'il est bien éteint. Voilà. Donc j'ai servi principalement pendant la guerre froide, principalement en Allemagne à Berlin, et puis après je suis rentré dans l'industrie comme chef de projet, comme ingénieur, et j'ai dirigé deux sociétés, deux filiales d'Areva, Areva LMC, et ensuite je suis parti chez Westinghouse et j'ai dirigé Westinghouse Europe et Afrique du Sud. Donc pendant 27 ans, j'ai travaillé pour l'industrie, en particulier pour l'industrie nucléaire. Je suis à la retraite, et je pensais passer une retraite plutôt calme, quand j'ai entendu des personnes qui s'appellent Bruno Le Maire, rien à voir avec Eric, hein, je le répète, Julien, qui déclare, après avoir été 6 ans ministre de l'économie, qu'il fallait réindustrialiser le pays. Bravo. Ça m'a tellement énervé ces propos qu'ils ont tenus que j'ai décidé de rejoindre un parti qui correspondait à mon idéologie, qu'on appelle l'appel au peuple. C'est un parti bonapartiste à l'origine, qui soutenait Napoléon III lors de l'exil de Napoléon III, et qui a été créé en 1872. On se réclame le plus vieux parti démocratique de France, puisque nous avons toujours été pour le suffrage universel, notamment pour l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Donc, ce parti a été mis en sommeil en 1940, en appelant à la résistance, en refusant de collaborer avec l'État français et les nazis, et nous l'avons réveillé, si vous voulez. On s'est contenté du gaullisme, ça correspondait à peu près aux idéaux bonapartistes, mais on a réveillé ce parti en 2021, il y a 2 ans,
Et actuellement, on est rejoint par toute génération de toutes les régions de France, avec toutes les philosophies possibles, parce que nous voulons rassembler les patriotes de gauche et les partisans de la droite sociale au sein d'un mouvement qui va essayer de rétablir, de se battre pour le rétablissement de la grandeur de notre pays et pour le bonheur de notre peuple. Voilà. Notre programme, ben voilà, il est de rendre à la France la place qui correspond à son héritage politique, social, culturel. L'industrie en fait partie. Et replacer la nation, le peuple, au centre de l'action et des débats politiques. Alors nous avons des contacts avec Force Vive depuis sa création également. Nous avons fait le même constat qui est le sujet de cette soirée, la désindustrialisation, et on s'est rendu compte que dans les solutions que nous souhaitons proposer, nous avions énormément de convergence. Le constat de la désindustrialisation en France est affligeant. Et les responsables existent, on les connaît, j'aurai l'occasion d'en parler. Donc ce soir, le débat rappellera les actions de certains hommes politiques qui sont complètement en dehors du coup. Mais ça fait quand même pas mal de temps, et les débatteurs pourront en témoigner, qu'il y a un phénomène de désindustrialisation en France. En 40 ans, les 2/3 des emplois que nous avons perdus sont des emplois industriels. La part de l'industrie dans le produit intérieur brut de la France est de 10%. Vision probablement optimiste. Serait de l'ordre de 10%. Il est de 40% et plus en Chine. Bon, ça on le savait, ça n'étonne personne. Par contre, le pourcentage du PIB moyen dans les pays de l'Union européenne est de 21%. C'est le cas en Allemagne, par exemple. 2 fois plus important qu'en France. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. On constate qu'on est le pays qui a 2 gros handicaps. La pression des taxes et de l'impôt sur la production industrielle. On arrive à 40% du chiffre d'affaires taxé. Vous avez les 35 heures aussi, sur lesquelles il sera difficile de revenir. C'est un progrès social indéniable, mais la façon dont ça a été fait par des politiciens qui n'ont jamais travaillé dans le privé est complètement en dehors du coup. C'est un handicap pour l'industrie française. Alors, Monsieur Pierucci, vous vous souvenez qu'Alstom Turbine a été vendu à General Electric, vous nous en ferez part de votre expérience probablement. Alcatel vendu à Nokia, Technip vendu à l'américain FMC. On a eu une fusion Lafarge-Holcim, le Suisse Holcim, et on a laissé Holcim prendre le lead alors que les 2 compagnies étaient à peu près de la même puissance financière et industrielle. On a complètement laissé partir les fleurons de notre industrie. Et ça continue. Je ne vous parle pas de notre industrie automobile, la C5, dont on fait la publicité au son de la Marseillaise sur la télévision, est fabriquée à 100% en Chine, comme la DS9. La C4, désignée l'année dernière comme voiture la plus belle de l'année. Elle est fabriquée, la C4, la DS4, pardon. La DS4 est à 100% fabriquée en Allemagne. Donc, on a laissé complètement s'effondrer notre industrie automobile. En moins de 2 ans, on a fermé 60 sites industriels très importants pour n'en créer que 22. Vous voyez le rapport. Alors tout ça, ça a abouti au résultat financier suivant, et lié l'effondrement social qui va avec. On a donc une balance commerciale qui est négative de 170 milliards d'euros en 2022. Je ne sais pas ce que ça va être en 2023. Je crois que là, on a battu tous les records. Si on remonte 30 ans en arrière, on était encore excédentaire, c'est-à-dire qu'on exportait plus qu'on importait. Notre balance commerciale était positive. Eh bien, c'était l'époque
qui suivaient pourtant ce qu'on avait appelé les 30 glorieuses. Vous vous souvenez de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 70. Aujourd'hui, on est vraiment en plein dans les 30 piteuses, dans les 30 pleureuses. C'est une catastrophe. Notre valeur ajoutée, c'est-à-dire tout ce qui est produit véritablement en France dans l'industrie et qui est indépendant de ce qu'on va acheter chez d'autres fournisseurs étrangers, eh bien notre valeur ajoutée, elle est inférieure aujourd'hui à celle de l'Italie et à celle de l'Espagne. Notre PIB, produit intérieur brut, divisé par le nombre d'habitants, est passé à 15% en dessous de celui de l'Allemagne en 20 ans. Quel chiffre encore? Eh bien, vous voyez que les Français ont compris ce qui s'est passé. Ils ne sont pas dupes. Ils ont rejeté la Constitution européenne en 2005. On ne les a pas écoutés. Et voyant qu'on ne les écoute pas et qu'on ne s'intéresse pas à eux, qu'on laisse tomber cette industrie, la participation depuis Maastricht est passée de 30, de la non-participation, pardon, l'abstention aux élections législatives depuis Maastricht est passée de 30% à 53% aujourd'hui. Vous avez pu le constater. Alors, comment on explique cet effondrement? Je pense qu'il y a véritablement une incompétence, une ignorance de la part du pouvoir politique. Bon, on a expliqué que l'ENA était une grande école, je ne le conteste pas, mais comment se fait-il que des énarques peuvent sacrifier une industrie qui nous avait passé à un niveau de leader mondial comme le nucléaire sans se rendre compte de ce qu'il faisait? C'est quand même incroyable. Cette histoire du nucléaire est d'ailleurs un véritable scandale. J'aurai l'occasion d'y revenir. J'y ai travaillé. Quand j'ai quitté l'armée, c'était en 1990, jusqu'à peu près début des années 2000. La France était vraiment le leader mondial. On savait tout faire. Fabriquer des centrales nucléaires, fabriquer du combustible, retraiter ce combustible. Et notre recherche avait mis au point, on était en plein développement, des solutions technologiques qui permettent de réutiliser nos déchets par le retraitement à l'usine de La Hague, par exemple, mais aussi par des réacteurs surgénérateurs qui utilisaient leurs propres déchets pour reproduire l'électricité. C'était quand même des challenges qui avaient été relevés et qu'on était les seuls à maîtriser, qui étaient extraordinaires. Bon, on a fermé Superphénix. Tout récemment, Monsieur le Président de la République a fermé le réacteur, a fait arrêter la recherche en vue du réacteur Astrid. On aura l'occasion d'en parler. C'est un véritable scandale qui s'est passé avec le nucléaire. Je pourrais vous en parler par la suite. C'est une énergie écologique. Oui, elle est écologique parce qu'elle est recyclable. Puisque avec des réacteurs surgénérateurs, on peut reproduire de l'électricité. Puisque à La Hague, depuis 1982-1983, depuis pratiquement 40 ans, on est capable de récupérer les combustibles usés et de ressortir de l'uranium tout neuf, et puis du plutonium qu'on convertit en ox. C'est une énergie qui est aujourd'hui la moins chère. Et pourtant, on a forcé EDF à vendre son électricité à prix coûtant et à des prix bien inférieurs au coût de ses concurrents. C'est un avantage complètement fou. C'est du masochisme économique d'avantager les concurrents, les compétiteurs de notre grande compagnie internationale d'électricité. Voilà ce que je voulais vous dire sur le nucléaire. C'est un exemple qui vous montre l'ignorance technologique, la manipulation politique, parce que ça a été fait aussi pour récupérer 3-4% de votes d'électorat écologique, enfin de pseudo-écologistes. Donc moi, comme dans mon parti, on parle de haute trahison économique, et d'ailleurs ça fait partie de notre programme. On souhaite mettre en place, proposer une loi qui permette, quand les gens font des choix aussi catastrophiques pour un pays et qui créent du chômage, de la pauvreté, de la désindustrialisation par leurs décisions,
eh bien, on veut que ces gens-là soient responsables vis-à-vis de la nation, donc judiciairement responsables. Alors, malgré ces 30 années de couardise politique, de l'incompétence de la part de gens qui n'étaient pas industriels, qui étaient au pouvoir, et qui sont des financiers européistes pour la majorité, qui préfèrent sacrifier l'intérêt français à l'Union européenne, on a quand même des solutions. Alors, rapidement, parce qu'on va en parler beaucoup ce soir, ce qu'on veut, nous, c'est d'abord relancer nos industries stratégiques, c'est-à-dire les industries dont dépend notre souveraineté. Aujourd'hui, l'armée française, que je connais bien aussi, n'a pas les moyens d'assurer la défense du territoire national. Quand je dis territoire national, ce n'est pas que la métropole. La France, c'est le plus grand littoral sous-maritime du monde, le premier. Au niveau littoral maritime, quand on prend les zones économiques exclusives tout autour de nos possessions dans le monde entier, on est deuxième, derrière les États-Unis. Mais si on prend, avec la plaque tectonique, nos possessions sous-marines, nous sommes le premier, le plus grand pays au niveau superficie. Et qu'est-ce qu'on a pour protéger ça? Une marine qui est rachitique. Et puis, je pense qu'il faut jouer le jeu, il faut s'inscrire, même si on est en retard, il y a encore des niches, il y a encore des opportunités dans cette révolution industrielle qu'on appelle la révolution numérique. N'ayons plus honte de nos réussites, relançons notre industrie de l'armement. Le monde est dangereux, je ne vous fais pas de dessin maintenant, la guerre est à la porte de l'Europe. Et aujourd'hui, après avoir fabriqué pendant 2 siècles nos propres armements, aujourd'hui l'infanterie française est équipée de fusils allemands, il faut quand même le faire. On n'a plus du tout la force blindée nécessaire pour arrêter une invasion, alors que finalement les Russes ne sont pas si loin de la France. On n'a plus le nombre d'avions nécessaires. Et puis je faisais allusion à la marine qui était rachitique. Bon, on a des sous-marins nucléaires, c'est vrai, mais l'emploi de sous-marins nucléaires avec les missiles nucléaires, c'est arrivé à une situation quand même que l'on veut éviter. Alors, la défense en France, encore aujourd'hui, c'est 4000 entreprises. C'est 11% de nos exportations l'année dernière. C'est 20% de nos capacités en recherche scientifique et technologique. Si je parle de l'industrie nucléaire, c'est encore aujourd'hui 220 000 emplois. Et le luxe, on ne parle jamais du luxe. Le luxe, c'est 600 000 emplois directs. Donc la mode, les parfums, tous ces produits-là. Et c'est 1 million d'emplois indirects. Voilà, il faut savoir aussi redynamiser nos savoir-faire, ce qu'on appelle chez nous France-sur-Mer. C'est en train de... Cette dénomination se répand maintenant sur les réseaux sociaux. France-sur-Mer, plus grand territoire sous-maritime mondial, eh bien, ça nous offre d'immenses possibilités de prospection, d'immenses possibilités de développement économique. Nous avons des siècles d'expérience en construction maritime, 1 siècle et demi d'expérience en construction automobile, en construction aéronautique. On n'a quand même pas perdu tout ça. Nous avons l'agroalimentaire. La France était premier pays européen en production agroalimentaire. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est le premier pays européen. Ils nous sont passés devant. Et la qualité, par contre, n'est plus assurée. Comment a-t-on pu laisser l'agroalimentaire français se laisser dépasser, alors qu'il y a des besoins dans le monde entier? Le bois, la gestion, le traitement des déchets, de la désalinisation. Aujourd'hui, les 2 plus grands pays au niveau maîtrise technologique du dessalement, c'est Israël, 9 millions d'habitants, c'est l'Égypte qui a une population conséquente et un assez bon réseau de chercheurs scientifiques. On parle de production d'hydrogène, c'est probablement un combustible d'avenir. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'hydrogène? Il faut de l'eau, il faut
faire de l'électrolyse, donc il faut de l'eau, on en a, premier territoire sous-maritime. Il faut de l'électricité, on avait notre nucléaire qui faisait de l'électricité écologique, je le maintiens, et bon marché. Voilà. Cette révolution numérique, elle nous propose quand même des niches, des opportunités, je le disais. Vous n'avez que 3 fabricants de microprocesseurs dans le monde. C'est Taïwan qui fournit 80% des semi-conducteurs, d'où l'intérêt redoublé de la Chine sur cet archipel. Les scanners qu'on utilise en médecine au quotidien ne sont fabriqués qu'au Japon ou en Allemagne. Bon, il faut quand même éviter qu'on se retrouve avec une situation de crise comme cette situation ridicule de pénurie de masques en papier pour nos microprocesseurs ou tous nos éléments électroniques. De M. Roland Moreno, vous savez qui c'est, M. Roland Moreno? C'est lui qui a inventé la puce électronique, voilà. Jusqu'à notre STMI électronique, c'est la grande entreprise, nous avons eu une expérience, nous avons des capacités de relance, et cette expérience nous assurait notre indépendance en nous ouvrant la porte à la sûreté informatique. Aujourd'hui, vous avez la cybersécurité qui pose des problèmes à tous les pays. Il faut que la France soit présente dans la recherche en faveur de la sécurité informatique. Voilà, on arrive à la fin. Comment financer cet effort? Je vous donne des pistes de réflexion. La lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale, ça représente un total de, on va dire, 120 milliards d'euros chaque année. La TVA écologique, c'est-à-dire taxer ceux qui n'imposent pas dans leur pays les mêmes contraintes que notre gouvernement nous impose. En France, eh bien, la TVA écologique est un moyen de financement de cette relance industrielle. La TVA sociale aussi. Vous savez tous qu'il y a des pays en Europe qui appartiennent à l'Union européenne dont les salaires sont 4 fois inférieurs à ceux du salaire d'un ouvrier ou d'un employé français. Eh bien, ces gens-là n'ont pas du tout la même protection sociale que nous. Il faut avoir le courage d'une taxe sur ces importations venant de pays qui ne jouent pas le jeu. Nous pensons, nous, à l'appel au peuple, qu'il faut revenir au service militaire, parce que notre armée est malheureusement rachitique, on n'est absolument pas capable, à part avec un sous-marin qui patrouille dans le Pacifique, on n'est plus capable aujourd'hui, avec 2 petits régiments et 5 patrouilleurs maritimes, de protéger la Nouvelle-Calédonie. Or, si vous regardez une carte du monde, la Chine est pratiquement encerclée de l'Australie au Japon, et sur les archipels du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie constitue un verrou. Après Taïwan, après Hong Kong, après Taïwan, la Chine va s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc on estime, nous, que la création d'une garde nationale à partir d'un service militaire, je pourrais vous en parler au niveau économique, parce qu'il y a des solutions, au niveau psychologique aussi, ça apporterait dans l'industrie 30 milliards d'euros chaque année. Voilà. Les défis mondiaux, vous les connaissez. Il y a la démographie, qui implique de toute façon la croissance, le réchauffement climatique, l'équilibre alimentaire, j'ai parlé de l'approvisionnement en eau, l'accès à des énergies non polluantes, le traitement des déchets, tous ces défis mondiaux offrent des opportunités au futur renouveau industriel français. Voilà. Merci, alors, François. Merci François. Attention, tu as ton diapo qui revient en arrière. Voilà la conclusion. Donc au moment où les Français s'aperçoivent des conséquences déplorables, vous avez vu comment on peut financer une réindustrialisation, et on me parle de 4 à 6 milliards d'euros pour financer chaque année les retraites. Qu'est-ce qu'on demande à nos gouvernants? De gérer le pays et de lui donner la bonne direction. Ce n'est pas le cas. Eh bien, j'espère que vous partirez convaincus de solutions que vous proposez des débatteurs, et qu'on va rapidement changer de responsable à la tête de l'État pour avoir enfin des gens qui s'occupent de nous. Merci. La parole est à Loïc Befloc-Prigent.
Bonjour, madame, mesdames, messieurs. Je m'intéresse depuis longtemps à l'industrie et j'ai toujours eu des vues anticonformistes. Alors je vais prendre le problème d'une autre façon. C'est pas drôle, si jamais je dis la même chose que lui, vous allez vous ennuyer. Alors, moi je regarde les deux périodes de la France où l'industrie s'est redressée. Il y en a eu deux. Il y a eu 1923-1926, Poincaré, et ensuite De Gaulle, 58, secondaire. Donc c'est les deux moments où ça arrive. Et qu'est-ce qu'on trouve à ces moments-là? On trouve Jacques Rueff, qui est aux commandes à côté des deux hommes d'État. Et Jacques Rueff, je vais résumer, parce que les gens qui connaissent Jacques Rueff vont hurler en disant c'est impossible de résumer Jacques Rueff en si peu de mots. Grossièrement, si vous faites de l'industrie, vous travaillez pour le pays. Si jamais vous gagnez de l'argent dans l'industrie, ben vous le gardez. Et si jamais vous investissez l'argent dans l'industrie et que ça rate, on essaie d'éviter que vous perdiez tout. Donc, grossièrement, c'est un bonus pour les gens qui travaillent, qui investissent dans l'industrie. Si ça marche, on gagne beaucoup d'argent, et si ça perd, on ne perd pas tout. C'est ça la théorie derrière tout ça que Jacques Rueff. Alors nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire, dès qu'on gagne beaucoup d'argent, c'est des super profits et il faut les donner à l'État. Et dès qu'on perd, on a pris des risques, et ça c'est très mauvais, parce qu'on a pris des précautions qu'il fallait, et par conséquent, on est tué, on est mort. C'est ça le renversement des situations qu'on a connues. C'est caricatural, mais vous verrez que probablement, c'est pas. Alors ensuite, j'ai des intellectuels depuis un certain nombre d'années qui me disent, compte tenu de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons faire, voilà dans quel secteur il faut aller. Bon, moi, je regarde comment s'est développée l'industrie, où que ce soit, c'est pas du tout comme ça. L'industrie se développe avec un type qui dit à un moment, voilà où j'ai envie d'aller, et qui y va. Alors, il essaie de trouver des moyens, il essaie de se débrouiller, mais simplement, la volonté de l'individu est supérieure à tous les intellectuels qui peuvent dire voilà où il faut aller, voilà où il faut aller, voilà où il faut aller. Bon. Alors on peut raconter tout ce qu'on veut d'un garçon comme Elon Musk, mais Elon Musk, à un moment, il dit j'ai envie de faire ça, et puis il y arrive. Alors on veut dire, les moyens qu'il a employés ne sont pas bons, c'est pas tout ça, mais non, pas du tout. Non, il avait envie, et il avait envie de s'intéresser à l'espace, qui paraissait complètement fou, et puis à la fin, il s'intéresse à l'espace, et il fait mieux que tous les autres. Donc c'est l'esprit, c'est l'individu qui modifie, avec bien sûr une équipe, avec un individu, c'est pas tout seul, c'est une équipe autour de lui, il sait choisir les hommes, il sait les motiver, il sait là, tout un ensemble d'énormes, mais c'est comme ça que ça se passe. Et quelle que soit l'industrie qui a réussi, vous apercevez cette progression, et donc il n'y a pas de moule. Et l'esprit français, à un moment, a considéré qu'il existait un moule, que ce soit Polytechnique ou l'ENA, qui allait conduire l'industriel à devenir industriel. Or là, on a tout fou. On a tout fou sur une longue période, et la longue période vient de s'écouler devant nous, c'est-à-dire qu'on a eu un ensemble de gens qui n'avaient pas, M. Dreyfus, le président de la régie Renault, il n'y a pas de sang dans les veines. Il considérait qu'il y avait une différence entre les gens qui ont du sang dans les veines et ceux qui n'avaient pas de sang dans les veines. Un autre comme Michelin qui pas mal réussi quand même, considérait qu'il y avait deux sortes de gens, ceux qui sentaient le caoutchouc et ceux qui n'en sentaient pas le caoutchouc. Voilà. C'était ça, la différence entre l'individu. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous les gens avaient leur façon de parler, mais c'était directement lié aux individus. Alors, nous avons des fers aux pieds, c'est clair. Nous avons des fers aux pieds qui sont l'instruction. C'est clair. On est en train de dériver depuis des années d'instruction, non seulement dans les mathématiques, les sciences physiques et l'ensemble de ce qui permet d'avoir une industrie, mais en plus en disant aux enfants collectivement c'est ça l'industrie, il ne faut pas être dans l'industrie, il faut faire autrement.
Et donc on a foutu en l'air des générations, et quelle que soit la façon de voir ces dernières années de décrépitude, vous apercevez qu'il y a une brisure fondamentale, et alors notre ami Nadi va reverser le neutron rapide qui sont abandonnés, très bien, mais quel que soit le secteur industriel, quel que soit le secteur tout confondu, vous apercevez que 97 a été la brisure. C'est-à-dire 97, c'est un moment où l'économie n'est pas trop mal, l'économie française, où nous avons une balance commerciale excédentaire, où nous avons une industrie qui est à peu près encore au même niveau que l'industrie allemande, en pourcentage du PIB. Nous avons un hôpital qui ne va pas trop mal, nous avons une instruction qui ne va pas trop mal. Alors, quels que soient les sujets, vous percevez qu'on n'est pas encore trop mal. Voilà. Et là, il y a une brisure. Et alors, j'ai été très intéressé par le livre de mon camarade breton, Léon Joly, qui est un grand flic, et qui dit, bon, après avoir lu ton livre, j'ai compris qu'il y a un problème. Quand est-ce qu'il y a le problème? Et il répond, 97, c'est la fin de la quai des orfèvres, parce qu'en 97, il n'y a plus d'indices qu'on fait de la moraline. Bon, et donc, effectivement, c'est une lecture aussi, dans d'autres secteurs, de notre échec collectif vient de cette idée que, alors, je prends les 35 heures, qu'est-ce que les 35 heures? On partage le travail. Le travail, ça veut dire que chaque individu peut être remplacé par un autre à quel moment, puisqu'on partage le travail. Or, moi, dans l'industrie, quand je n'ai pas mon directeur industriel, il ne peut pas être remplacé par un autre. C'est obligatoire. Et puis, il ne travaille pas en télétravail. Et puis, il ne travaille pas. Mais en fait, la brisure est profonde, intellectuelle, idéologique et dramatique, parce que la situation dans laquelle nous sommes est effectivement dramatique, puisqu'on continue à raconter qu'on réindustrialise et on fait l'inverse. En particulier, les dernières lois qui ont été de la mandature de Macron qui ont été promulguées, la loi AGEC, c'est-à-dire l'anti-gaspillage et l'économie circulaire, une horreur. Même le Conseil d'État, qui pourtant n'est pas terrible, s'en aperçoit, même la Commission européenne, disons là, les Français, vous déconnez, ils sont obligés de dire que les décrets qui sont pris par la loi AGEC ne sont pas conformes à la doctrine européenne, ce qui est un comble. Et puis la loi climat-résilience, qui dit attention à l'artificialisation des sols, conséquent, vous n'avez plus le droit d'aller nulle part. Quand vous voulez faire une industrie, une entreprise, là, bon, je dis, bon, il y avait avant la règle des 27 heures pour l'Allemagne, 27 jours pour la Suisse, et 27 mois pour la France, et maintenant il n'y a plus de la loi des 27, on a 270 mois, on ne peut plus faire. Et mon camarade Leduc, qui vient d'abandonner, ou qui risque d'abandonner son projet près de Rennes, bon, ben lui, il dit 250 millions 500 emplois, ben c'est pas bien. Ça fait 7 ans qu'il galère, et on lui dit, ben, peut-être vous allez faire 7 ans de plus. Il dit, mais en attendant, le monde bouge, on fait autrement. Donc la loi, en plus des impôts supplémentaires que nous payons, et je vais arrêter là avec tous les mauvaises nouvelles, des impôts supplémentaires, l'espace travail, de façon générale, et le droit du travail qui devient incompréhensible, le droit de l'environnement a été assez sur le gâteau, puisque en quelques années, le droit de l'environnement a fait plus de pages que le droit du travail qui avait mis 150 transferts. Donc on a maintenant... Et effectivement, c'est le règne des parasites derrière, puisque pour pouvoir comprendre le droit, il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir des gens qui vous expliquent comment le lire, et dans les plus petits détails, c'est-à-dire que le crédit impôt recherche, qui était un truc qui était sur déclaration autrefois, au départ, donc voilà, je fais l'innovation, je fais de la recherche, voilà combien j'ai dépensé, par conséquent, voilà ce que j'enlève des impôts. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est vous êtes incapable de remplir le formulaire, donc il faut que vous ayez une officie pour remplir le formulaire, qui prend 10%. Okay, ces gens-là sont les gens qui ont compliqué le formulaire, et qui sont devenus ce que j'appelle des parasites, j'ai un autre mot aussi, hein, et puis qui vous protègent éventuellement
du problème du fisc, parce que comme ils sont liés avec le fisc, si jamais ils disent oui ça c'est de la recherche, le fisc ne va pas chercher. C'est-à-dire que si jamais vous le faites vous-même, vous avez un contrôle fiscal forcément dès que vous dépensez une certaine somme. Vous voyez, donc on a mis le bazar dans l'industrie à un point extrêmement important, et en très peu de temps, des 20 dernières années, je dirais que les 85% de l'industrie française, qui sont les PMI, sont sous la coupe des directeurs de l'environnement régionaux, des DREAL, et le DREAL arrive avec une mise en demeure, et s'il a envie de vous d'avoir votre mort, en 6 mois, il l'a. Donc j'ai fait l'expérimentation de la vie et de la mort, et je n'ai résisté sur un certain nombre de sujets que dans la mesure où j'ai dit, écoutez, je voudrais avoir votre nom, parce que comme je passe à la télé ce soir, je vais donner votre nom, je vais dire ce que vous avez fait, et je vais prendre le papier. Mais si jamais je n'avais pas ça, je vais dire à un certain nombre d'entreprises que j'ai eu les disparu. Alors, j'étais dirigeant de mon entreprise, je suis aujourd'hui dirigeant de petite, pour garder le contact, puis j'écris, et j'essaie de me faire entendre pour refaire une industrie en France, mais le défi pour l'avoir est considérable, et ce défi considérable ne va pas être mobilisé par l'argent public et par les discours du président quel qu'il soit. C'est autre chose qu'il faut faire, parce que c'est culturellement, il faut remettre l'industrie au centre du village, et c'est loin d'être fait, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des gens qui ont envie de faire disparaître l'industrie. J'ai fait l'expérience d'enlever un atelier dans un petit village de Haute-Marne où il y avait 15 individus. Je voulais pas de solution compte tenu de tout ce que j'avais comme demande de la DREAL. J'avais 4 pages de DREAL qui me coûtaient 4 fois le chiffre d'affaires, donc c'était impossible. Donc je lui ai dit, bon, j'arrête, et je veux dire, je vais me faire engueuler. Il y a un journaliste, un préfet, un type va dire, c'est dégueulasse, vous êtes dans un village, vous avez 15 personnes, cette industrie fait le village, même le maire. C'est pas du tout ça. J'ai arrêté la boîte, je l'ai félicité par tout le monde, par la presse, par le maire, par le préfet, par le DREAL, tout le monde a trouvé que c'était génial. J'avais arrêté, mais bon, maintenant, Et effectivement, vous apercevez que si jamais vous arrêtez quelque chose qui est sale et qui n'est pas bilatéral, vous vous faites féliciter, et si vous dites, bon non, quand même, il faut que j'arrive à poursuivre, il faut que je fasse, eh bien vous faites engueuler, et vous avez des bâtons dans les routes, des uns ou des autres, peu importe, il faut cravacher. J'étais cette semaine en Alsace, où une de mes passions de breton, c'est que dans ma Bretagne, autrefois, il y avait du lin. Ce qu'on appelait les champs bleus. C'est le lin. Et puis, vous ne savez peut-être pas, mais le lin, on continue à le produire. Nous avons de l'ordre de 90% de la production mondiale de lin, mais nous n'avons plus de traitement du lin, nous n'avons plus de filature de lin. Ça a commencé de façon bizarre. Ça a commencé par les écolos qui ont considéré que quand vous sortez le lin, il faut que vous le laviez, et on prenait le lin et on le mettait dans la rivière. Et on n'a plus le droit de le mettre dans la rivière. Et on n'a pas trouvé une bonne méthode par rapport à la rivière. Et donc les Chinois nous ont dit, mais il n'y a pas de problème, on vous prend votre lin. Et donc nous exportons l'intégralité au départ de notre lin en Chine, où ils le lavent, etc. Et ils finissent par le filer, et nous revenons avec un lin acheté en Chine sur lequel nous faisons des draps, or, le lin est un produit qui est intéressant dans ces moments où on parle de d'eau, de machin, etc. C'est qu'il ne pompe pas d'eau, il ne pompe pas de pesticides, il a toutes les qualités, et donc j'ai un industriel, un de mes amis qui, à 70 ans, dit je prends une entreprise qui a repris une fabrique de lin, qui a trouvé des machines en Hongrie, qui l'a amené. Et j'ai vu le parcours du combattant tous azimuts. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas eu quelqu'un qui l'a aidé dans son objectif, mais tout le monde lui mettait dans les roues. Tout le monde mettait des bâtons dans les roues, et puis il avait envie de réussir. C'était son adrénaline, c'était que tout le monde l'emmerdait. Mais alors j'ai vu un petit nombre de gens qui l'ont aidé, tout
dernièrement, et qui ont sauvé sa boîte, parce que les gens étaient contents de penser que, puisqu'il est anticonformiste, le fait de ne pas réussir était vraiment un succès pour tous les autres. Et donc il a failli crever là, il y a quelques mois, et je suis allé le soutenir près de Mulhouse, à sa mort. Donc bon, ce que je dis de ce qui arrive en France est concret. Vous pouvez aller le constater dans l'ensemble des régions de France. Le problème, c'est qu'effectivement, j'ai pu constater que les ministres et leur cabinet avaient du mal à quitter Paris, mais bon, Mme Hidalgo est tellement charmante qu'il faut mieux rester avec elle, effectivement, et c'est ce qu'ils font. Donc ils ne connaissent pas l'industrie. C'est des gens, je suis en face de gens qui ignorent totalement cette industrie, qui ont une vie, oui, c'est Renault, c'est Peugeot. Non, c'est pas ça. L'industrie aujourd'hui, pour 85% de l'industrie, c'est des PME qui sont dans les coins, c'est des PME familiales qui essaient de survivre, qui sont souvent sous-traitantes ou qui ont et qui sont dans des niches, et ces niches, il faut les développer, et c'est des niches qui peuvent être développées sur un plan international, si jamais, et seulement si, nous avons un indice de compétitivité. Et donc on revient à la compétitivité, et on revient à l'INU. Alors petit 1, il faut absolument qu'on parte, non pas de top to bottom, pour prendre une terminologie organique, c'est-à-dire partir de... Le président de la République a dit, il faut faire ça. Alors d'où on dit. Donc, ça n'a jamais été vrai. Ni Poincaré, ni De Gaulle n'a dit ce qu'il fallait faire. C'est pas vrai. Tout ça, c'est du roman, c'est du roman feuilleton. C'est pas vrai. J'ai parlé à des tas de gens sur le sujet. On dit le nucléaire civil, c'est De Gaulle qui l'a dit. Non. C'est pas De Gaulle qui l'a dit. De Gaulle, il voulait le nucléaire militaire. Et puis à un moment, il y a des industriels qui sont venus, dont un que j'ai connu intimement, qui s'appelle Pierre Guillaume, qui était loin d'être le plus chaud, et qui a dit non, il faut faire le nucléaire civil. Et c'est les gens du CEA qui l'ont contraint, enfin, ainsi de suite. C'est-à-dire que Pompidou n'a jamais eu l'idée de dire voilà ce qu'il faut faire le programme des réacteurs, des sites, pas du tout. C'est des gens qui nous ont dit si on ne fait pas ça, on est dans la difficulté. Lorsqu'en 1973, on a le choc pétrolier, il y a un certain nombre de gens dont j'étais, qui disent bon maintenant, voilà, j'étais acteur, ils disent bon, si jamais on n'a plus de pétrole, il faut voir ce qu'on fait. Alors on est parti dans beaucoup de directions, et puis je peux vous dire qu'au bout d'un an et demi, on n'avait toujours pas considéré que l'éolien était prioritaire. Mais pas du tout. Et donc je continue à penser qu'en 1973 on avait raison, et qu'effectivement l'éolien est prioritaire, on pourrait y revenir si vous voulez. Donc, d'abord partir des gens qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de mettre la tête sous la guillotine en disant moi je pense qu'il faut faire ça. Et moi je vais y mettre mon fric, je vais y mettre. Et vous voyez ces gens-là, ils existent. Moi j'ai le type qui est parti dans l'Ain, il a mis sa maison et l'ensemble de ses propriétés en hypothèque pour se sauver il y a 2 mois. C'est ça qu'il a fait. Et il n'y a pas d'autre solution, il met la tête sur la guillotine. Ça va marcher, j'en suis sûr, mais donc et c'est ça qu'il faut faire. Vous vous apercevez que c'est ça qui a existé dans le passé, et c'est ça qu'il faut retrouver. Et effectivement, l'ensemble culturel de la précaution, d'une part, et d'autre part, vers, nous met dans l'axe. Là, aujourd'hui, il y a M. Le Maire qui a fait un bon numéro et qui va faire du mois sur l'industrie verte. Pas de chance. Toute l'industrie est verte. Il n'y a pas un industriel aujourd'hui en France qui soit autrement que vert. Parce que s'il n'est pas vert, il est mort. Donc il faut effectivement qu'on réfléchisse à chaque instant sur la manière dont on va bousculer les process, faire en sorte que notre économie générale soit décarbonée, etc. On est dedans. On est dedans tous les jours. Tous les jours, moi, les gens qui se travaillent avec moi, que je cite les amis, sont verts. Alors pas dire, je vais aider l'industrie verte, on oublie le vert, c'est l'industrie, on va aider l'industrie, ça suffit, et dire voilà comment faire. Mais pourquoi est-ce que soudain, monsieur le maire et monsieur Macron considèrent que l'hydrogène est le produit de l'avenir? Moi, je peux vous démontrer que l'hydrogène n'est pas le pays de l'avenir, n'est pas le produit de l'avenir, il faut vous le démontrer. Et donc, vous démontrer l'inverse. Disons que c'est pas à ces gens-là qui sont incompétents de savoir ce qu'il faut faire. Vous avez entendu là, Macron dire oui, alors sur l'eau,
eh bien, il va falloir qu'on fasse des centrales nucléaires sans consommer l'eau. On n'a jamais consommé l'eau. C'est cette histoire de consommer l'eau. Donc il a dit une ânerie. Alors on dit, non, mais c'était pas dans le discours, il a improvisé, c'est pour ça qu'il a dit une ânerie. Une ânerie. Bon. Et on ne lui demande pas de dire des âneries, on lui demande simplement de faire confiance aux gens qui ne font pas des âneries. On ne demande pas un président qui sait tout. Ni De Gaulle ni Pompidou ne savaient tout faire. C'est pas vrai. Hein. Ils n'ont jamais considéré qu'ils savaient faire. Ils n'auraient jamais fait un discours disant ça, jamais. Parce qu'ils seraient dit, voilà, je ne sais pas dans quoi je m'engage, mais il n'y a pas dans ce détail. Mais les gens aujourd'hui, et je les connais dans les ministères, ils ont l'impression qu'ils peuvent aller dans le détail. Alors, je fais ce tableau un peu catastrophique, et moi je suis dans le camp de l'industrie, à un âge avancé, et je continue à y croire. Pourquoi? Parce qu'on a encore les gens, et on a encore des niches, et on est capable de fonctionner. Et alors il faut se battre. Sur quoi aujourd'hui? Pour moi, c'est le dernier point de compétitivité qu'on avait. C'est-à-dire qu'on avait un point de compétitivité sur l'énergie. On avait une énergie globalement 2 fois moins chère que nos voisins allemands. Et là, on se retrouve aujourd'hui, puisque je suis près de la frontière allemande, près de la frontière suisse et près de la frontière italienne, ça va passer, c'est fini. Donc moi, je payais 2 fois moins, et maintenant, je fais 4 fois plus. Alors maintenant, on dit, maintenant, il y a des boucliers. Non, les boucliers, ça n'existe pas. C'est pas le sujet. Vous avez signé un contrat, monsieur, vous voulez changer de contrat, très bien, vous payez 120 000, 240 000, 2,4 millions, etc. Non, ça n'existe pas. Les boucliers, c'est du roman. Alors, j'ai été ce matin dans un ministère en disant c'est du roman. Regardez, mais non, c'est pas du roman, le président l'a dit, il a peut-être dit, mais c'est du roman, je peux vous montrer des trucs, voilà, une réponse du fournisseur, surtout l'EDF, disant ce qu'on vous a dit c'est pas vrai, et il n'y a pas de négociation possible. La lettre, sur le monde qui fait pas mal de dépenses électriques. Donc c'est faux, donc on nous ment. Et donc si jamais nous n'arrivons pas, dans les délais WALF, à revenir sur un programme énergétique avec une compétitivité énergétique immédiate, et c'est possible, il suffit de se baisser pour y arriver. 2, un programme nous montrant qu'on va pouvoir continuer à faire du nucléaire dans nos conditions à des prix convenables, on ne peut pas s'en sortir. Et on ne peut pas s'en sortir dans le programme nucléaire, non pas avec tout ce qu'on raconte, et on n'a pas d'argent, ok, d'accord, mais on peut s'en sortir aujourd'hui avec des contrôleurs de l'ADREAL et des contrôleurs de l'Agence de sûreté nucléaire et surtout de l'Institut de recherche nucléaire qui sont en fait des antinucléaires. Vous ne pouvez pas vous en sortir si jamais vous avez des gens qui sont contre vous et au lieu d'être bienveillants. Or, aujourd'hui, nous avons des individus en face de nous, dans tous les secteurs, mais en particulier le secteur nucléaire, que je suis avec attention depuis maintenant pas mal d'années. Nous avons en face de nous des gens qui sont contre nous et qui veulent notre mort. Il y a tant qu'on garde ces individus, on pourra pas. Les derniers, ceux sur le gâteau, on ne peut pas faire d'EPR parce que les EPR sont trop compliqués. On fait un programme plus simple qui est l'EPR2. Très bien, parfait. Il est plus simple, pourquoi il est plus simple? Parce qu'on a enlevé un certain nombre de choses. Toutes les semaines, le programme doit changer parce que les instructions de la SN changent sur le programme EPR2. Par conséquent, dans 30 ans, vous n'aurez pas de EPR2, si vous gardez les mêmes individus à la SN. Mais c'est vrai de sûreté nucléaire, je plaigne devant tous les matins parce que je considère que si jamais on n'y arrive pas, là, en tant que pays, on est cuit. Donc il faut vraiment se battre. Et je passe à la télé, je me suis engueulé avec Eric Woerth hier à CNews, etc. Je continuerai qui viennent, il n'y a pas de problème. Mais si on n'y arrive pas, on est cuit. Moi, je ne peux pas considérer que dans les industries que j'ai, qui ont des niches, qui gagnent de l'argent, je peux survivre si jamais je peux passer 6 mois à résister, à couper, etc. Mais il est clair que mes salariés ne sont pas assez payés par rapport aux autres, que je ne gagne pas d'argent et par conséquent je ne vais pas survivre.
Moi, lorsque je donne 2000 balles à un de mes salariés, il change de pays, Suisse, Italie ou Allemagne, il a 3000 balles. Et mon collègue qui lui donne 3000 balles paie la même chose que moi. Je ne sais pas pourquoi laisser longtemps. Si jamais en plus, alors ça c'est tout compris, c'est la façon dont l'industrie marche depuis des années. Bon. Et si en plus, sur l'énergie, je paie 4 ou 5 fois plus que mes copains, ça je ne sais pas. Et donc, on me dit, en 2024, oui, 2024, ça va être bien. Moi, je résiste pas à 2024. Moi, je suis mort cet été. Et donc, c'est la lutte pour la survie qui me conduit à parler un peu plus que d'habitude sur mon blog, leluton.fr, sur l'antenne qu'on me donne, on n'a pas partout, parce qu'on est, je suis quand même pas très bien vu, etc., etc. Donc, il faut se sauver, mais il y a des possibilités de se sauver. Donc, je dis encore une fois, avec des hommes. Ça part pas, c'est pas l'intellectuel qui va vous dire voilà ce qu'il faut faire. C'est les hommes qui ont envie ou qui n'ont pas envie. Et ces hommes ou ces femmes qui ont envie, il y a des femmes là-dedans, au moment où ils ont envie de faire, il faut éviter qu'ils aient des bâtons dans les roues. Éviter qu'ils aient des bâtons dans les roues. C'est ça le sujet. Hein. C'est pas. Je ne demande pas de chèque, d'aide, de machin, de subvention. C'est pas mon sujet. Ça, c'est le sujet de M. le maire. Il donne des subventions, il est content, et comme ça, il est roi de France. Mais moi, c'est pas mon problème. Moi, je veux un système qui me permette de travailler, et j'ai pas besoin de chèque. J'ai pas besoin d'aller cirer les godasses des gens que je suis allé voir ce matin. J'aurais pas ciré la godasse. J'ai pas envie de cirer les godasses. J'ai envie d'avoir les conditions qui permettent, dans une compétition normale, de m'en sortir. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je suis un peu anticonformiste par rapport à vous. Je suis désolé, M. Harry, c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie. Je ne sais pas si on pourrait le faire de la défense. Est-ce que j'ai un industriel du char qui a envie de mettre sa tête sous la guillotine pour avoir les bons chars? J'en sais rien. Je sais que dans un certain nombre de secteurs, on a tellement tué l'initiative, on a tellement tué les gens compétents, on a tellement tué qu'il faut qu'il y en ait un qui dise moi j'ai envie de relever le défi. Si ce type-là n'existe pas, vous n'allez pas le créer en prenant du fric. Parce que quand vous lui mettez du fric, il dit je prends le fric et je le vois après. Et donc les effets d'aubaine, qu'il y a eu avec le Covid pour sauver l'industrie automobile, ça nous a coûté 10 milliards pour rien. C'est-à-dire que les mecs, ils sont partis à l'extérieur avec les 10 milliards. Et ils ont simplement fait en sorte que du point de vue social, ça se calme. Les 10 milliards des automobiles n'ont pas servi à sauver l'industrie automobile. Moi, dans mes affaires, tout ce qui est automobile, j'essaie, dans les 3-4 ans qui viennent, d'en sortir, parce que je sais que c'est foutu en France. Il n'y aura plus d'industrie automobile. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Merci Loïc. Alors, Frédéric, à toi, et rassurez-vous, le micro est à toi, puis après le micro sera à la salle. Je vais essayer d'être bref. Déjà, merci à tous d'être venus à un jour de grève. Ça a été compliqué pour tout le monde et j'apprécie l'effort que vous avez fait pour venir. Et c'est moi qui vais être optimiste, c'est ça à la fin. On n'a pas le moral des troupes, parce que sinon on avait un jour de grève, après c'est 2 discours ici. Ça va être compliqué. Donc, moi je suis un peu plus optimiste que vous deux. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, le constat, nous connaissons tous. Moi, je vais retenir plutôt 3 dates. C'est vrai, la date de 97 que tu mentionnes, c'est aussi le démantèlement du groupe Alcatel-Alstom, qui est l'ancienne compagnie Générale d'Électricité, où je vous rappelle quand même, on avait un grand groupe qui pouvait rivaliser à la fois avec les Allemands de Siemens, et les Japonais de Mitsubishi Hitachi et les Américains de General Electric. Ce grand groupe, ancienne compagnie Générale d'Électricité, je vous rappelle qu'on avait dedans Alstom, Alcatel, donc les télécoms, les chantiers de l'Atlantique, Saft, les batteries, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ce grand groupe? Il reste une petite partie d'Alstom, un tiers d'Alstom, qui fait les TGV et les métros. Tout le reste a été démantelé avec des opérations successives, les dernières étant bien évidemment le rachat d'Alstom Power par General Electric, mais avant on a eu la même chose chez Alcatel qui est parti chez les Finlandais, etc. Donc, 97, effectivement, moi je mettrais une autre date quand même sur le calendrier, c'est la fin de la guerre froide et l'ouverture de l'Europe à l'Europe de l'Est, sous l'occupation américaine.
américaine et sous pression allemande, qui ont bien vu que plus on était nombreux en Europe, plus on était divisé, et moins on serait coordonné sur toute cette politique industrielle ou de manière générale sur la politique économique. Cette extension de l'Europe à l'Europe de l'Est a principalement profité aux Allemands au détriment de l'industrie française. L'autre troisième grande date, c'est quand même l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui a fait que, bien évidemment, on a eu une concurrence accrue des Chinois. Quand même maintenant, les Chinois sont sur de nombreux domaines au niveau technologique des Américains et des Européens, voire dans certains domaines bien plus avancés. Donc, si on suit les marchés, bien évidemment, on va maximiser le profit, on va mettre les usines en Europe de l'Est, on va mettre les usines en Chine, et tout le monde va être content. Pourquoi je suis un peu plus optimiste? Parce que cette mondialisation heureuse, entre guillemets, qui a beaucoup pénalisé la France, elle est en train de se terminer. On est en train de recréer des blocs. Alors, on peut éventuellement réfléchir à pourquoi on est en train de recréer des blocs, mais on est en train de recréer des blocs en Asie, en Europe, aux États-Unis. Tout ça parce que je pense qu'on est allé trop loin dans cette mondialisation. Notamment les Américains ont poussé beaucoup trop loin leurs avantages, notamment en essayant de mettre le monde sous loi américaine. Et là, je vous fais référence à toutes ces lois, par exemple, de contrôle des exportations, de sanctions embargo, quand vous dicte avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous pouvez contracter, quels produits vous pouvez exporter, quels produits vous ne pouvez pas exporter, et qu'on vous met des amendes extraordinaires derrière si vous osez enfreindre ces lois, où on vous arrête le marché américain, où on vous arrête le transaction bancaire pour les banques, en dollars, on vous tue. Donc, avec ces lois-là de sanctions, de contrôle d'exportation, d'anticorruption, de transfert de données, etc., en fait, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut chez nous. On n'est plus libre de faire ce qu'on veut. Donc là, je suis assez optimiste parce qu'il y a d'autres pays qui commencent à réagir à cette hégémonie législative américaine, ce qu'on appelle la guerre économique par le droit, qui permet de remodifier un peu la carte du monde là-dessus. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on regarde l'énergie, parce que je pense que le thème de ce soir c'était quand même l'énergie, certes, en France, on a eu ce démantèlement de la compagnie General Electricité, le démantèlement d'Alstom. Je vous rappelle quand même que, juste après le rachat d'Alstom par General Electric a menacé EDF d'arrêter de leur fournir des pièces de rechange pour nos centrales nucléaires, pour les turbines et les alternateurs. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça peut être intrusif, ça peut avoir un impact sur tout le monde, ce genre de décision de vente d'actifs stratégiques comme Alstom. Et ça veut dire que les Américains ont menacé en fait la France de mettre la France dans le noir. Je vous rappelle que 75% de notre électricité est produite par l'électricité nucléaire. Donc lorsqu'on vous dit on arrête de vous fournir des pièces de rechange pour vos centrales nucléaires, vous êtes complètement entre les mains étrangères. Lors de la guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, nous n'avions pas suivi les Américains en Irak, ils avaient arrêté de fournir les catapultes pour le Charles de Gaulle. Le résultat, on avait un beau bateau, mais il était en rade. Donc, toute cette chaîne d'approvisionnement extrêmement importante et extrêmement important de sécuriser sur le régalien, la défense, l'énergie, les télécoms, le numérique maintenant, que je vais mettre dans le régalien, les chaînes d'approvisionnement pour nous permettre, alors je ne dis pas de produire tout en France, mais au moins d'avoir des fournisseurs alternatifs sur certains zones, ne pas être pieds et poings liés avec certains fournisseurs, notamment américains ou demain chinois, qui peuvent nous mettre ce type de contraintes. Je rejoins tout ce qui a été dit sur les difficultés, bien évidemment, en France, d'être un industriel, et j'ai la même expérience que toi, Loïc, là-dessus. Je cite quand même l'exemple. En 2018-2019, j'ai essayé de monter un consortium pour racheter Alstom, la partie nucléaire d'Alstom, qui fabriquait les turbines, les alternateurs des centrales nucléaires, à General Electric, parce qu'on savait que General Electric était quasiment en route, et tout ça, on peut expliquer pourquoi ils étaient quasiment en route. On savait qu'ils allaient revendre. Ça a été extrêmement compliqué de convaincre le gouvernement pour mettre en place, comme tu sais, cette opération de rachat. Personne n'y voyait l'intérêt de racheter la fabrication et la maintenance des turbo-alternateurs dans nos centrales nucléaires.
On a usé le soleil, on est allé voir tout le ministère, enfin, le vent, l'arrière-vent, l'arrière-avant, pour nous entendre dire, en gros, on s'en fout. Alors, c'est pas le sujet. Pourquoi est-ce qu'on va racheter cette partie-là? Après, il y a quand même eu un élément qui a fait quand même un petit déclic, c'était quand même le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pré-Covid, souveraineté industrielle, souveraineté numérique, souveraineté juridique, tout ça a été des gros mots. Post-Covid, tout ça est devenu en première page, et il n'y a pas un seul discours de la politique en France sans mentionner le mot souveraineté. Donc, avant, tout le monde était extrêmement là, je parlais de souveraineté, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on était tous catégorisés dans cette catégorie. Maintenant, souveraineté est un gros mot, on a racheté la partie nucléaire d'Alstom, 2 fois le prix de vente 5 ans plus tôt à General Electric, c'est un autre scandale dont on pourrait pas parler, mais au moins c'est revenu dans un giron français, sans vraiment politique industrielle, parce que on a EDF de racheter la partie nucléaire d'Alstom. Bon, EDF, leur job, c'est quand même pas de faire des cocos à Belfort. C'est comme si un peu vous demandiez à Air France de racheter Airbus. Bon, mais au moins on l'a fait et ça revenu. Qui est le mec? Je reviens. Qui est le mec qui mettait sur le bio et je vérifie. Tu connais? Donc, là, on l'a fait, on a essayé de le faire. Qui n'est pas là, et on ne sait pas qui est le mec. Voilà. Ou la femme, peu importe. Il n'y a pas l'individu qui dit j'ai envie de faire des tours alternateurs, là, il n'existe pas. Voilà. Donc, on avait envie, on n'a pas donné l'autorisation. Bon, ça s'est fait quand même, mais au moins ça s'est fait. D'accord? On va pas cracher dans la soupe, moi ça fait. C'est optimiste pour ça. Mais je suis optimiste. Parce que c'est fait, c'est revenu sous pavillon français, ça va être bien géré quand même par EDF, ils sont extrêmement compétents, et j'espère que ça va avoir un peu la même histoire qu'on a eu avec Framatome, lorsque EDF a été aussi contraint de racheter Framatome. Mais le prisme avant ça, c'était en gros, je suis EDF, mais turbines, je peux les acheter n'importe où. Pourquoi est-ce que je vais acheter des turbines qui sont faites à Belfort alors que je peux les acheter en Chine, je peux les acheter en Allemagne, je peux les acheter autre part? Ce qu'il faut, c'est avoir aussi des patrons d'industrie patriotes. Aller discuter avec les patrons d'industrie aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, vraiment ils sont patriotes. Et s'ils ne le sont pas, on leur fait bien comprendre qu'ils ont plutôt intérêt de le mettre. Et, évidemment, parce que, et ils vont défendre leur pays, et vous allez voir dans la chaîne d'approvisionnement de ces entreprises, notamment des grandes entreprises, qui vont aider à la création de start-up, à l'émulation de start-up sous pavillon américain, ou sous pavillon japonais, ou sous pavillon allemand. Nous, on est plutôt. On a eu une génération de grands patrons qui ont été. Où les salaires ont explosé à partir des années 97, et qui, bien évidemment, ont vécu la mondialisation heureuse comme tout le monde. Mais ils ont perdu beaucoup, enfin certains, on ne va pas généraliser, mais certains ont perdu le sens de l'intérêt général. Et quand tu te souviens de Chirac qui disait qu'on va faire à Catel, ça va être faiblesse et puis avoir de fabrication. Ils ont oublié qu'ils étaient français, sauf quand il était au creux de la vague, il fallait taper à la porte pour être renfloué. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on remette l'église au milieu du village et être clair sur une politique de réindustrialisation et mettre aussi à la tête de certaines entreprises des gens qui ont la même vision du pays. Alors pourquoi je suis optimiste sur l'énergie? Parce que je pense que au moins nous avons la solution. Alors est-ce qu'on veut déclencher la solution? Je suis pas sûr, mais nous avons la solution. Comme l'a expliqué Loïc, le seul avantage compétitif qu'avait la France vis-à-vis de ses concurrents, et notamment de l'Allemagne, c'était le coût d'électricité en France qui était 2 fois moins cher, grâce au nucléaire, grâce au programme nucléaire français des années 70. Les Allemands ne pouvaient pas supporter cet avantage compétitif, ils sont allés à Bruxelles, ils ont convaincu Bruxelles d'indexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz, comme ça au moins le prix était partout le même, et ils ont obligé EDF à vendre 25% de sa production
à prix coûtant à ses pseudo-concurrents en disant nous en Allemagne nous avons 4 utilities, en France ils n'en ont qu'une, donc c'est un monopole, donc c'est mal géré, donc c'est la concurrence déloyale. Sauf qu'ils ont oublié de dire que les 4 utilities en Allemagne étaient régionales et qu'en fait c'était des 4 monopoles régionaux. Ça c'est une autre histoire. Donc, on n'a pas réussi à défendre EDF. Moi je me souviens d'EDF dans les années 2010, c'était quand même l'entreprise extrêmement profitable. Avec la reine, ce qu'ont réussi à faire les Allemands, c'est devenu avec le gouffre financier que nous connaissons actuellement. Gouffre qu'on a encore plus creusé l'année dernière en augmentant la reine de 5% pour obliger encore EDF à encore creuser plus son trou. 10 milliards de pertes quand même l'année dernière. Imposé par l'État, je ne sais pas où ça va finir, mais ça devrait finir devant les tribunaux. Parce qu'on ne peut pas imposer à une société d'ailleurs du côté de faire un trou de 10 milliards. Je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune réaction sur ce sujet-là. Du point de vue du droit, on peut aussi dire que le patron qui accepte de foutre en l'air sa boîte, quel que soit son actionnaire, doit dire à son actionnaire là, il y a porté plainte. C'est la première fois quand même que le patron de l'EDF porte plainte contre l'État pour une décision de l'État. Et il est obligé de le faire, parce que sinon, comme tu dis très bien, il va être accusé d'avoir falsifié, pas travailler dans l'intérêt de ses actionnaires. Donc, maintenant, pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a rien d'irréversible en France. Pourquoi? Parce que nous avons quand même cette capacité militaire. Certes, nous avons eu des problèmes de corrosion, etc., mais c'est un micro-problème au regard des 50 ans d'une centrale nucléaire. Le mois dernier, nous étions de nouveau excédentaires, nous inaugurons de nouveau l'Europe en électricité. Et si on a le courage de sortir du marché de l'électricité européen, comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais, on a l'électricité la moins chère d'Europe. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on attend pour faire ça? Parce que là, on a réagi plus ou moins rapidement sur le Covid, mais cette deuxième grande crise, qui est la crise de l'énergie, ça fait quand même 1 an qu'on la connaît, qu'on la sait, que les factures ont été multipliées par 10, par 20, que les entreprises ferment les unes après les autres en France, et on ne fait rien. C'est ça le drame. Il suffirait. on est optimiste. Parce que je pense que. Parce qu'il suffit qu'on prenne une décision. Il suffit qu'on prenne une décision de sortir du marché de l'électricité, et dans ce cas-là, nous devenons les rois de l'Europe. Parce que si tu regardes le reste, les Allemands, où est-ce qu'ils vont acheter leur énergie? Leur gazoduc, il a été explosé. Il faudrait savoir par qui, mais bon. Ça ne jamais. Les gens ne sont pas quand même les Russes, qui n'ont pas assez cons pour aller faire exploser leur gazoduc en face de la Pologne, il suffit de fermer le robinet. Bon, première chose, donc ils n'ont plus de gaz de l'Est. L'énergie qui vient du Nord, les Norvégiens, pour l'instant, ils ne veulent plus trop leur enfiler parce que de toute façon, ils ont notre main pour eux et puis les barrages sont plutôt bas. Le Sud, ils sont en train de rigoler, les Grecs, là, parce qu'après avoir été torturés par les Allemands en 2014, maintenant, les Allemands qui leur font la samba pour pouvoir passer les gazoducs chez eux. Donc là, on commence à rigoler. Donc ils achètent leur gaz de 4 fois le prix aux Américains, sans terminaux LNG. Parce qu'ils n'avaient pas prévu des terminaux LNG. Les terminaux LNG, c'est chez nous, et ils sont en train de les construire à vitesse grand V pour faire des terminaux LNG. Ça, c'est nos réservoirs de gaz souterrains qui leur fournissent du gaz à prix cassé. Voilà. Encore pire. On est tellement con, on est capable de faire ça, et on le fait. Il y a aussi celle-là, mais quand même, gaz de schiste qui est interdit, donc qu'on importe des États-Unis, qu'on liquéfie, qu'on regazifie, donc les Américains sont en train de se faire en or, grâce à ça. Mais les Allemands n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Alors que nous, il suffit d'une décision politique de dire ok, on arrête, on sort du marché européen, on revient à la position de 2012, 2010, et à partir de là, on devient indispensable en Europe. Et quand on devient indispensable, c'est indispensable. Et notre industrie peut être lancée. Si on a un prix d'électricité, de l'énergie bas, comme nous l'avons, notre industrie va être lancée. Alors ça, avec tout, avec l'adrénaline, avec les impôts, avec tout ce que tu veux.
Mais Ça fait plus mais d'un an. au moins, Plus d'un an, voilà, on essaie de parce que je pense qu'à un moment, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Moi, je suis parti au front Non, mais- dès le Je sais. choc d'Ukraine. Ça fait Mais- un an que je suis Sur le débat de la- la Pourquoi je dis? Parce que la solution, elle existe. Les Allemands n'ont pas de solution. Les Anglais n'ont pas de solution. Je sais. Les- Logiquement, oui. Personne n'a de solution. Il n'y a que nous en Europe qui avons la solution. Donc, Et donc, on ne fait rien. et donc, à un moment, on va faire quelque chose. Moi, je pense qu'à un moment, mais il faut être optimiste. Moi, je pense qu'à un moment. Je suis un peu d'accord avec Loïc. Hein. Moi, mes compétences industrielles s'arrêtent à changer de roue, mais par contre, je suis ingénieur aéronautique. Et sur le vol Rio-Paris, il y avait 4 pilotes dans le poste de pilotage. Il y avait un truc à faire qu'on apprend en première leçon de pilotage. Quand on décroche, qu'est-ce qu'on fait? Ça. Et bien pendant 18 minutes, aucun des 4 pilotes ne l'a fait. Et ils sont crachés. Je ne suis pas très optimiste. Par contre, j'ai bien aimé l'idée du contrôleur de la DREAL. Vous savez, pour les jeunes qui sont dans ça, qui sont sur Internet, contrôleur, c'est pas mal ça. Hein? Allez, on va passer la salle. Frédéric, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, non, mais. Ah bah, si, on va laisser Frédéric, parce que Loïc, il faut le Il a canaliser. raison. Il a faut forcément canaliser raison. Loïc, le breton là. On va pas envoyer tout le monde chez soi, on va être déprimé un jour de grève. Mais non. Si on se bat. Sinon, on serait pas là. Ah, mais sinon, c'est pas là. Il faut se battre. Les gens qui sont dépassés pour nous écouter, c'est pas pour être déprimé en rentrant chez eux. Donc, non, il faut être optimiste, il faut se bouger. Je pense qu'à un moment, de toute façon, ça ne peut pas continuer. À un moment, on est arrivé au bord du gouffre et il va y avoir des décisions. Ça ne peut pas être possible. Alors qu'elles soient prises en haut, qu'elles soient prises par le bas, qu'à un moment. Mais t'as vu la courbe des faillites? Ben, je sais, la courbe des faillites, Moi, elle est exponentielle. Je sais. Moi, j'avais 10 dossiers par an. J'en ai 100 par mois. Mais oui. 100 par mois. Le mec, il dit, est-ce qu'on pourrait venir avec vous? Mais bien sûr. Bien sûr. Monsieur François, vas-y. Non, mais donc, je voulais finir là-dessus, puis voilà. En tout cas, je voudrais que vous applaudissiez Frédéric. Et Loïc. J'ai un très bon ami de 20 ans, ingénieur de formation. Je lui ai demandé, mais pourquoi nos hommes politiques sont comme ça, aussi incompétents, nuls, vifs de Gaulle, pourquoi? Mais non, Julien, le problème aujourd'hui, c'est pas les politiques. On a les politiques qu'on mérite. Or, aujourd'hui, on a des électeurs, on a des consommateurs, et on leur donne ce qu'ils veulent acheter, c'est-à-dire des trucs boubigou, la malbouffe. Il faudrait que tous les électeurs en France reprennent un truc qu'ils ont entre les deux oreilles, ça s'appelle un cerveau. Mais pour ça, il faudrait faire des mathématiques, il faudrait faire de la physique, il faudrait lire, il faudrait écouter les ingénieurs, les scientifiques. Au lieu de dire que c'est des docteurs Folamour, des fous dangereux, non, les ingénieurs et les scientifiques, au contraire, sont au service de l'homme. Et il faut mettre l'église au cœur du village. Oui, il faut remettre les scientifiques, les ingénieurs au cœur de la société française. Et on ne peut pas expliquer à un ingénieur qui travaille 20 ans sur le sujet du nucléaire, lui expliquer que le nucléaire c'est pas bien, que c'est des bombes nucléaires, etc. Donc il faut un peu faire un parallèle. Vous êtes un footballeur amateur, vous n'allez pas expliquer à Mbappé comment marquer un pénalty pendant la Coupe du Monde. Non. Bon, alors, écoutez les ingénieurs scientifiques, fermez vos gueules, écoutez, de citoyens, on pourra faire des élections et élire des vrais députés avant de devenir ministre. Juste un petit parallèle pour ceux qui n'ont pas lu, je vais le lire. C'est un bouquin de 386 pages, je vous recommande. Je l'ai lu dans la journée, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dit un jour je veux absolument rencontrer ce gars-là, parce qu'on lui doit beaucoup de choses, et ce qu'il a vécu, je pense pas beaucoup de gens auraient pu le supporter. Loïc a réussi sa part, mais là franchement, lisez ce livre, et là vous apprendrez beaucoup de choses, et après, je suis admiratif de quelqu'un qui est positif malgré ses aventures. Merci. Alors, qui veut poser la première question? C'est la plus difficile, la première. Ah, Philippe, là. Allez, on va voir. Ah oui, c'est ça. Bon, Loïc, je vois vos paroles. C'est l'individu qui entreprend, qui prend des risques, qui risque des choses et qui peut-être va tout perdre. Et quand il gagne, on le ratiboise d'impôts et on considère qu'il a volé tout le monde. Oui, en France, on a un énorme problème avec les entrepreneurs. On considère que c'est des voleurs. Je ne sais pas si c'est Zola ou quoi qui a mis ça dans la tête des gens. Moi aussi, je suis optimiste et je me bats tous les jours pour que les choses avancent. J'étais invité par un des profs de l'école des mines début mars au musée océanographique de Monaco où il y a les derniers cours des 3e années des mines.
donc 210 ingénieurs qui sont censés pas être des imbéciles. Il y a une crise grave dans ce dernier cours. On leur demandait de trouver des solutions technologiques pour sauver les coraux du réchauffement climatique. La promo a refusé de bosser. La promo a refusé de bosser. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que l'ingénieur ne doit pas trouver de solution technologique à un problème politique. Voilà. On a des jeunes aujourd'hui qui considèrent, qui sont pourtant ingénieurs, qui considèrent que le problème est dans des lois, se résout dans des lois et pas dans des actions. Donc, moi j'ai envie d'être positif aussi, M. Pierucci, mais franchement, alors du coup, moi j'ai fait des discours, enfin, et c'est clair, il y en avait quand même 30% là-dedans qui étaient radicalement contraints, mais il y en avait 70%. Il y avait 30% qui étaient des écolos qui veulent que tout se résolve à l'ONU. On voit comment l'ONU a empêché la guerre n'importe où. Il y en a 30% qui osent pas ouvrir leur gueule, et il y en a 30 autres % qui seront qualifiés de fachos. Bon, voilà, donc après, on essaie de faire bouger les trucs, et la question c'est comment est-ce qu'on renverse la table, comment est-ce qu'on arrête d'avoir des ectoplasmes à l'Assemblée et ailleurs. Moi, je combats tous les jours, j'arrête pas. Je combats l'Adréal et je combats les écolos. En disant les écolos, alors je dis, c'est simple, hein, c'est simple. Et alors je combats en particulier la notion de sobriété. Hein, c'est-à-dire que je dis, la sobriété, j'ai connu en Afrique. La sobriété, c'est la pénurie. Et la pénurie, c'est choisir les gens qui meurent et les gens qui vivent. La pénurie, c'est ça que ça veut dire. Et donc il faut arrêter les conneries. Mais là, vous vous rendez compte, sur ces trois derniers mois, vous avez donc la pénurie d'électricité, la fraude d'électricité, vous avez la pénurie d'eau, et on vous rajoute la pénurie d'essence. J'ai hurlé contre Wörth hier à CNews, c'est ça. De quoi on parle? Pourquoi est-ce que vous voulez faire peur aux gens sans arrêt sur la pénurie et faire les choix entre la vie et la mort des individus? Puis maintenant, vous avez en plus, on vous dit l'euthanasie, on va se débarrasser d'un certain nombre de vieux parce qu'ils sont chers. Ça va, voilà, il faut arrêter les conneries. Et donc là, on a un vrai problème culturel et il faut qu'on l'affronte. Il faut l'affronter collectivement. C'est un problème culturel qu'on va retrouver dans les écoles, avec nos instituteurs et nos professeurs, etc., qui sont orientés sur l'idée que la décroissance c'est bien. Donc on a le problème culturel avec des gens qui ont fait des conneries comme Jean-Marc Jancovici, mais Jean-Claude Jancovici, à la fin, en poursuivant sa logique, il dit maintenant il faut qu'il y ait 4 trajets en avion par individu. Donc voilà, c'est ça la logique, pas du tout. Alors je suis moi dans vraiment l'autre philosophie, c'est-à-dire que l'humanité s'est développée avec une énergie abondante, bon marché et souveraine. C'est comme ça qu'elle s'est développée, et c'est comme ça qu'elle va continuer à se développer. Et il faut de l'abondance. Si jamais on a derrière ce programme nucléaire qu'on a massacré, en fin de compte, la philosophie, c'est surabondant. EDF essaie de nous entraîner dans des investissements trop importants, et il faut qu'on arrête les investissements. D'où l'arrêt du programme nucléaire, à un moment, était la surabondance de l'électricité, dont on n'avait pas besoin, il fallait faire attention. C'est ça. Donc l'abondance fait peur, mais ils ne savent pas ce que c'est que la pénurie. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans cette salle connaissent ce que c'est que la pénurie, et n'ont plus aucune envie de la revivre. Bon. Mais c'est culturel, hein. Donc on a un vrai sujet. Et alors le fait qu'à Polytechnique, on arrive à dire qu'il ne faut pas prendre des grandes entreprises comme Total qui ont envie de faire un laboratoire, on dit, où est-ce qu'on est là, hein? Et puis avec les mecs de l'agro, ils disent, non, nous on ne peut pas travailler dans cette salle d'industrie. Or, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, l'année dernière, nous avons une balance commerciale déséquilibrée dans l'alimentaire, et c'est pas fini. Parce que si jamais on enlève de l'alimentaire le pinard et les alcools, alors là on tombe à 50%. Or, la France a toujours été l'endroit qui était bénéficiaire du commercial. Donc on est vraiment. Donc je dis, alors je suis
moi je suis très optimiste, je sais pas le sujet. J'ai essayé de titiller un peu mon camarade Fred. Bon, moi aussi je suis optimiste. Je ne serais pas patron à 79 ans en train d'essayer de booster l'industrie. Bon, je serais à la retraite sur un bateau comme les gens qui veulent vendre leur boîte en ce moment, celui d'avant-hier. Donc je suis optimiste, mais bon Dieu, il faut bouger. On ne peut pas continuer comme ça. Juste un commentaire. Je crois qu'il faut que l'ingénieur se réapproprie le débat politique. Ici, vous avez des ingénieurs, vous en êtes un, qui s'intéressent à la chose, qui cherchent des solutions, qui ont plein de propositions. Mais il faut reconnaître, Loïc l'a précisé, il y a une révolution culturelle à faire. Moi, dans ma génération, on m'a expliqué pendant des années que c'était l'économie qui prenait le pas et l'influence sur le politique. C'est le contraire. Et quand on a des politiques qui ne sont pas ingénieurs, qui ne connaissent pas l'industrie, qui n'ont jamais travaillé dans le privé, comment voulez-vous... Jamais travaillé tout court. non, soyons clairs. Non. Travailler dans c'est vrai. l'histoire. Oui. Ils ne se posent pas la question comme vous posez la question tous les jours, comment je vais avoir le business qui permettra de payer mes employés. Eux, donc, se sont jamais posé la question. Une fois tous les 4 ans, pour une élection, ils se demandent comment ils seront payés, eux. Donc il faut faire cette révolution culturelle, il faut que les ingénieurs s'approprient le débat. Je veux juste aller dans votre sens. Alors d'abord, vous avez totalement raison, ce n'est pas les grands plans qui font le développement économique, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'autogermination. Il y avait un rapport, si vous vous souvenez, de l'écosystème de la croissance. Bon, j'en étais un des nègres, c'est pour ça. Et par contre, je voulais juste rajouter un petit peu de pessimisme dans la salle, parce que vous avez évoqué 2 problèmes, qui est un problème culturel qu'on ne veut plus nous-mêmes développer notre pays. Vous avez parlé effectivement de la moraline, quelque part, on ne veut plus de principe de précaution, plus de croissance. Il y en a un dernier qui est fondamental, que vous avez juste pas assez abordé, que je voulais rajouter, c'est l'éducation. Juste pour vous donner un chiffre, l'Europe, quand on fait des tests internationaux sur les gamins de 15 ans, c'est à peu près 10% d'enfants qui sont dans la catégorie supérieure en maths. En France, on n'est plus qu'à 2%. Et donc vous parliez de faire des ingénieurs, avec 2% d'une classe d'âge qui suit en maths et en physique, on va avoir du mal. Et juste pour illustrer, vous avez parlé d'école polytechnique, les professeurs d'école polytechnique, là, au mois de mars, ont lancé un appel en disant qu'ils ne trouvent plus 400 élèves par an. C'est pour ça que je dis qu'on a un vrai problème. Oui, culturel. On a un vrai problème culturel. Voilà. Maintenant, soyons optimistes, on arrête. La dernière rentrée, il y avait 10% des places en classe prépa en région parisienne. C'était donc pour nous. Mais il y a plus. Laissons parler. Oui, bonsoir, Antoine. Je ne fais pas votre mouvement, on voit des aspirants aux responsabilités politiques avec des industriels. Et je trouve ça intéressant parce que, en fait, il faut faire feu de tout bois. Et vous avez souligné effectivement que c'était les individus qui ont pris des décisions. Je pense que les Français, même s'ils ont des lacunes culturelles, s'ils ont fait les frais d'un industrie bashing intense, on peut quand même faire appel à eux. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, je pense quand même que la nécessité fait loi, que les gens en fait voient aussi leurs conditions de vie, ils peuvent agir par rapport à ça. Et je voulais vos réactions sur, autant en termes politiques qu'en termes industriels, la France, pas de la mer, mais la France de la francophonie. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des gens qui nécessitaient fait loi et avec qui on peut travailler? Et pour ceux qui ne sont pas dans la francophonie, des pays industrialisés qui, étant aussi des concurrents, souligner l'aspect très compétitif et prédateur de certains pays, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une politique de la nation par rapport à des empires, on va jouer un peu les uns contre les autres, et trouver des intérêts communs avec certains pays sur des grands projets. Alors que la Chine, par exemple, a proposé le gouvernement de la soie, ça fait vraiment littéralement flipper
la plupart des gens en France. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de réaliste, une position intermédiaire entre le libre-échangisme et l'abandon de nos intérêts, et quelque chose où on va s'appuyer sur une force montante contre une force qui est de l'autre côté de l'Atlantique, et qui est d'ailleurs pas que une puissance économique, c'est une puissance purement financière, là où la Chine est moins dans cette logique d'argent avec des effets de levier. On a compris ce que vous voulez dire. Alors, moi je vais donner ma réponse, les autres, moi je ne crois pas du tout ce que vous dites, mais pas du tout. Parce que vous êtes en train de considérer qu'il y a une sorte de leadership d'État qui permet de faire une politique. Et alors, autant si jamais je prends, quel que soit l'État, y compris la Chine, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas M. Xi qui est en train de diriger l'industrie de la Chine, pas du tout. Donc soit il laisse, et ça va être le débat de la Chine dans les mois qui viennent, hein, soit il laisse les industriels chinois gagner leur fric et partir avec, soit il va faire comme ces derniers mois, c'est-à-dire qu'il va dire au type, vous avez gagné trop de fric, je prends une partie de votre fric, et si jamais vous ne le voulez pas, vous partez. Donc moi je connais énormément d'industriels chinois aujourd'hui, on leur a dit, je vaux 5 milliards, très bien. Alors je vous prends 5 milliards, autrement, ils ont négocié, vous me prenez 4 milliards 5, moi je pars avec 500 millions et ciao. Et vous les trouvez en Chine, vous les trouvez en Londres, vous les trouvez à Marbella, vous les trouvez un peu partout en Europe aujourd'hui. Donc l'industrie ne se fait pas avec des hommes d'État, elle se fait avec des industriels. Et par conséquent, tout ce qui est négociation étatique conduit au drame. Et ce drame, nous sommes en train de les vivre. C'est-à-dire que lorsque nous avons traité, par exemple, le problème de l'avion européen, nous tombons sur un drame. Parce que les États peuvent avoir envie, puis ils ne font pas. Et puis, voilà. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a, à un moment, quelqu'un qui a un meilleur avion, qui est dans un endroit déterminé, par qui il faut passer pour avoir l'avion. Et c'est ça le sujet de l'industrie. Le sujet n'est pas macroéconomique, il est macroéconomique à la fin. Lorsqu'on dit, tiens, je fais les additions, et voilà ce qui se passe. Mais il n'est pas macroéconomique au départ. C'est-à-dire que si jamais la Chine s'est développée comme elle s'est développée, c'est parce que nous l'avons laissé se développer. Nous lui avons demandé, on s'est dit, puisque nous n'arrivons pas à faire un certain nombre de produits pas chers, nous allons les faire là-bas. Donc vous pouvez aller voir M. Thierry Latour d'Arthez à Seb-Moulinex. Vous allez voir pourquoi est-ce que tous vos produits viennent de Chine et pourquoi vous mettez à la fin américain en France. Ça veut dire, j'ai pas le choix. Donc, j'avais pas le choix. Mais c'est un problème d'industriel. Personne n'a regardé ce que faisait M. Thierry Latour d'Arthez, qui continue à avoir des prix du meilleur entrepreneur français fabriqué en France de l'année. Donc personne n'a été regardé, il y a des prix. Et puis vous vous laissez avoir, parce que vous regardez ce qui se passe et vous dites, oui, finalement, c'est un bon puisqu'il a un prix. Mais il ne fait pas ça du tout, il ne fait pas ce qu'on dit, il faut autre chose. Alors, il faut revenir à la réalité de l'industrie. L'industrie, c'est des hommes et des femmes qui ont envie de faire des choses et qui, à un moment, vont réussir à les faire compte tenu de l'environnement du pays qui leur permet de les faire. Et si cet environnement du pays ne permet pas, on n'en sort pas. Bonsoir. On comprend qu'il y a donc un problème de mentalité en France, mais il peut aussi y avoir des difficultés liées à l'Europe. Si tu prends le dossier nucléaire, on voit bien que l'Allemagne, par exemple, a obtenu gain de cause récemment encore pour ne pas classer le nucléaire comme une énergie verte, qui a été utile pour le financement, je suppose. Alors, on va avoir les élections prochainement européennes, et je me demande ce que peut faire la France pour avoir un lobby correct et éviter que ce soit toujours l'Allemagne qui l'emporte dans toutes ces décisions. C'est plus sur Paris. Bon. Là, il y a quand même eu une petite avancée, pour pas non plus cracher tout le temps dans la soupe. Il y a quand même eu un accord avec 11 pays européens qui sont pro-nucléaires pour essayer de faire peser dans la balance à Bruxelles. Donc,
On va voir ce que ce groupe va faire, mais ça va être de plus en plus quand même compliqué pour l'Allemagne de tenir sa position. Les prix de l'électricité vont continuer à augmenter, il n'y a pas de solution pour eux. Ce groupe de 11 pays qui sont quand même pro-nucléaire, et on trouve pourtant des alliés de l'Allemagne en général dans ce groupement de pays, on peut espérer que ça change un peu la donne parce qu'on était quand même très décevés jusqu'à présent. Donc on va voir. Moi encore une fois, je pense qu'il y a un mouvement qui fait que c'est moins facile maintenant pour l'Allemagne de négocier ce genre de choses et d'imposer ça à l'Europe. Je reviens simplement sur la responsabilité de l'État. C'est là où, pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Loïc. Je pense que notre problème, c'est de ne pas avoir d'ingénieurs dans le débat politique, de ne pas avoir d'ingénieurs, de vrais ingénieurs qui ont connu une vie industrielle aux affaires. C'est notre problème. Et donc, on laisse faire complètement un État qui va s'acoquiner avec 3-4% de mouvances écologistes, qui va croire que l'Europe, c'est sacrifier l'industrie française pour faire de notre pays une nation de service et garder la grande industrie allemande, et ils se foutent dedans. Et en plus, ils emmènent la nation dans ce piège européen et écologiste. Si on arrive à avoir des ingénieurs qui viennent aux affaires, on changera complètement la donne. Et là où je ne suis pas trop d'accord avec Loïc, c'est que moi je crois dans la planification, à condition, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous connaissez France Stratégie, c'est la planification actuelle, c'était dirigé par M. Bayrou. M. Bayrou est professeur de grec ancien. Je respecte infiniment sa spécialité, mais ce n'est pas lui qu'il fallait mettre à la planification de la France. Retour aux ingénieurs. Alors, la planification, c'est bien joli, mais la planification que vous envisagez, c'est la planification soviétique. C'est M. Bayrou. C'est la différence. Bayrou, c'est la soviétique, c'est-à-dire on prend un incompétent, puis on met tous les incompétents alors. Et c'est top to bottom, parce que comme l'incompétent, il sait faire, il va vous expliquer ce qu'il faut faire. La planification de Gaulle et la planification du plan Monnet, etc., c'est pas du tout ça. C'était l'idée de gens, des industriels, avec des gens à bord, qui disaient voilà ce qu'on a envie de faire ensemble. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est toujours les hommes. Désolé de vous contredire, mais c'est, hélas, moi, historiquement, qui ai raison. La planification issue d'un homme qui dit voilà ce que j'ai envie qu'on fasse et ce qu'on est, etc., ça ne marche pas. Et même si jamais vous regardez la façon dont les mécanismes militaires allemands s'est constitué à partir de l'arrivée d'Hitler, Hitler, il ne savait pas ce que c'était une arme, il ne savait pas ce que c'était un. C'est des mecs qui ont dit voilà comment on fait et qui l'ont. Où que vous êtes. Et c'est le problème de ce qui aujourd'hui de mon point de vue. C'est-à-dire que de mon point de vue, si jamais il ne revient pas en arrière par rapport à ce qu'il a fait récemment, il est foutu. Mais bon, je suis le seul à le dire, mais c'est en ça que je suis optimiste beaucoup plus que Fred finalement. Parce que je pense que la Chine va s'effondrer parce qu'elle n'a pas compris que c'était des individus idéaux. Deux questions, trois questions, et on va peut-être finir par Bonjour, petite question d'actualité avec la PME Sego française qui est une PME qui fabrique notamment la robinetterie des sous-marins pour nucléaire pour Naval Group. Et donc j'aurais aimé poser cette question à M. Dirouchi qui a notamment travaillé, je pense, avec M. Montebourg sur le décret Montebourg qui permet de bloquer les achats stratégiques par des puissances étrangères. Et j'aurais aimé, selon vous, si en l'état, le décret Montebourg permet à minima de limiter la casse et de résister justement à la perte de souveraineté nucléaire ou industrielle. Merci. Et très bon au passage. Merci. Bon, ce type de décret, tous les grands pays l'ont, depuis Mathusalem, les Américains, les Chinois, etc. On l'avait en France aussi, on l'a décrété, il n'a pas été appliqué déjà sur la Alstom, alors qu'il aurait pu être appliqué. Moi, je fais partie d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire d'intelligence économique français, où on est une quinzaine d'experts en intelligence économique. Et nous sommes alertés, je ne dirais pas quotidiennement, mais de manière très très régulière par des industriels qui voient leur
sociétés partir dans des mains étrangères alors qu'elles sont dans des industries régaliennes. Donc, parfois, on arrive à secouer le cocotier, un ou d'autres, et à arrêter ça, comme ça a été l'affaire avec Photonis, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les fabricants de jumelles nocturnes pour l'armée, où le gouvernement a donné son accord à la vente à l'Europe américain, et pour finir, heureusement, ça a été récupéré. Mais ce qu'on voit, c'est, je dirais, sur 10 dossiers, il y en a 9 qui partent quand même pas. Alors, là, en plus, je connais très bien cette industrie, je connais très bien l'entreprise qui rachète, côté américain, parce que c'est mon ancien patron qui est le patron de cette boîte-là. Donc, c'est clair qu'on va de nouveau créer un trou dans la supply chain, et demain, si pour une raison X ou Y ils vont décider de ne pas nous autoriser à la vente, parce qu'on pourrait très bien dire on va bloquer la vente à l'exportation de sous-marins, etc., parce qu'on ne va pas vous filer cette pièce-là parce que c'est des contrôles d'exportation, on se met complètement dans les mains d'un autre pays. Donc, c'est une bataille de tous les jours. Et moi, ce que je vois, le drame, c'est surtout dans le numérique. Le nombre de start-up, de licornes, de pseudo-licornes, etc., de types de licornes en devenir, qui passent sous giron américain depuis 10 ans, mais une accélération sur les 18 derniers mois, c'est absolument incroyable. On peut dire bravo, on crée des licornes, d'ailleurs, personne d'entre eux n'ont jamais été licornes, c'est beaucoup de la com, mais derrière, les rachats de ces sociétés-là, je vais vous donner un exemple. On a le Cybercampus qui a été créé à la Défense. Partenaire de Cybercampus, le groupe Paladin. Paladin, vous regardez le board de ce groupe-là, groupe d'investissement américain, que des ex-directeurs de la NSA et de la CIA. Donc, ils sont chez nous, ils sont les partenaires de notre campus cybersécurité. Donc, à un moment, il faut nettoyer un peu dans la porte, et si ce sont ce genre de partenaires qui ont, je ne vous rappelle pas le projet de prise, mais ce qu'a dévoilé Snowden, c'est-à-dire qu'il y a une centaine d'entreprises américaines qui travaillent main à main avec la NSA pour espionner toutes les entreprises françaises qui ont négocié des contrats. Donc, quand on va à l'école en France, vous allez dans l'école d'ingénieur, l'école de commerce, qu'est-ce qu'on vous explique? Que pour remporter un contrat, il faut avoir le meilleur produit, le meilleur prix, avec la meilleure qualité. Vous allez dans l'école américaine, on vous dit, les anglo-saxons, c'est d'avoir la bonne information au bon moment. C'est clair que si vous avez les prix de vos concurrents, etc., avant de mettre le prix, ça peut aider. Ben oui, mais quand on a des services de renseignement dont le but avoué est ce renseignement économique, certainement, on n'a pas avec un certain désavantage. Voilà. Donc, merci. Il y a 2 questions. Merci. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour vos témoignages, votre lucidité, et puis merci aussi pour votre optimisme, sans doute indispensable effectivement pour avancer. Et au sujet de cet optimisme et des pistes à évoquer, vous avez beaucoup parlé tout à l'heure à raison du nucléaire, de l'énergie. J'avais moi une question sur un axe qui est évoqué par Eric, qui vient de sortir dans son livre Paysage numérique. Il parle du levier de la commande publique au sujet des GAFAM américains. Et sans sombrer dans du soviétisme, sans considérer que tout doit partir des chefs d'État, si on part d'une initiative individuelle, du privé, se pose quand même la question du soutien des pouvoirs publics, et ça m'intéressait de vous entendre sur ce levier-là, le levier de la commande publique, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, pour éviter que nos licornes, au moins en devenir, ne passent à l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi en termes de mobilisation politique sur ce sujet? Merci beaucoup. Ça, c'est le changement d'administration, et c'est très compliqué. Et personne, disons, avant ce changement d'administration, je pense qu'il va falloir essayer de diminuer les dépenses publiques et de vider un certain nombre de fonctionnaires. Je souhaite bon vent aux gens, c'est surtout ça. Alors aujourd'hui, le nombre d'exemples que j'ai en tête est faramineux. Je vous donne une question, je dirais que j'ai 100 exemples qui m'arrivent, tac, 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 comme ça, dans le cerveau. C'est terrible, terrible. Et ça, c'est fait par les gens à tous les niveaux.
à tous les niveaux. Et il y a même des gens qui ont tellement envie du produit machin chose qu'ils arrivent à justifier le fait qu'il n'y a qu'une manière de l'avoir, c'est d'aller à tel endroit. C'est affreux. Bon. Et ça, c'est le manque de patriotisme clair de l'instruction qui ne conduit pas. Moi, j'ai été effaré de voir l'acteur Jean Dujardin qui fait un film, et puis il dit dans ce film « J'aime la France ». Et il est en première page de tous les journaux parce qu'il a dit ça. Par rapport à, effectivement, une profession où personne ne le dit. Tout le monde dit l'inverse. Donc on est arrivé à un point dans l'administration où, effectivement, on me dit, bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, etc. Industriellement, on est quand même bien. Les Italiens sont plus malins, etc. Bon, une espèce de truc incroyable. Alors, on ne vous parle pas lorsqu'on rencontre Lugap. Vous avez envie de rigoler, mais vous allez voir Lugap, et puis vous dites, bah non, le livre, il avait peut-être raison, mais pas suffisamment. A priori, le produit qui n'est pas français est quand même meilleur. Voilà. Bon, alors après, il faut que vous fassiez un petit effort pour... c'est incroyable. Et là, le nombre d'exemples à produits équivalents, plus chers, achetés par la France, je vous en cite 100 comme ça. Ah, oui. Bon, alors les femmes, pendant la Révolution française, sont allées chercher le roi à Versailles, donc c'est les femmes qui ont fait la Révolution. Donc on finit par une question de dame, pour finir. En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence et puis les échanges passionnants. On a parlé de réindustrialisation de la France et en fait, on n'a pas du tout abordé les aspects de ressources qui viennent principalement d'Afrique. On sait que la réindustrialisation elle peut difficilement se réorganiser sans les matières premières. Et les matières premières principalement viennent du continent, en tout cas pour la France. Donc comment aujourd'hui on réinvente toutes ces relations entre les deux continents, en sachant en plus que maintenant l'Afrique aussi parle beaucoup de souveraineté. Elle se fait de plus en plus draguer par la Chine, la Russie. Donc, comment aujourd'hui vous voyez les choses? Moi, j'ai travaillé pour des industriels, Total, pour ne pas le citer. On ne s'est pas croisés, mais j'ai travaillé pour Thales. Aujourd'hui, je travaille pour Engie. Je suis sur ces sujets énergétiques. Donc, voilà, je voulais avoir votre point de vue. Merci. Donc, je pense que les relations entre la France et l'Afrique vont rester dans des relations personnelles entre des gens qui connaissent l'Afrique et d'autres, des Africains qui connaissent la France. Et que tout ce qui est d'origine étatique va sombrer dans encore plus qu'aujourd'hui, dans les 4-5 ans qui viennent. Et donc, ça va dépendre de notre capacité à maintenir ces relations. Et je travaille avec un grand nombre de gens actuellement sur ce sujet. Nous sommes arrivés dans les dernières années, en confondant l'armée de libération et l'armée d'occupation. Nous avons incontestablement merdé énormément. Il y a un French bashing qui existe dans un grand nombre d'endroits, plus important que prévu. Et disons que la France peut avoir de meilleures occasions dans les endroits qui ne sont pas francophones, et c'est ce qui risque d'arriver. Donc, nous avons un vrai sujet que nous avons mal géré et qu'il va falloir essayer de faire revenir, mais pendant un certain temps, les Russes, les Turcs vont être bien meilleurs que nous et vont prendre avec les Chinois un grand nombre des positions. Et il ne sert à rien de considérer que ces positions sont à nous. Il faut accepter l'idée qu'elles ne sont pas à nous et qu'il faut les reconquérir. Et ça va être long. Mais on va avoir une période extrêmement difficile, psychologiquement très difficile, et je dirais familialement très difficile, parce qu'il y a énormément de familles franco-africaines
qui sentent ce dispositif arriver, qui ne savent plus comment le gérer, mais disons que on a une alerte au Mali, on a une alerte en Centrafrique, on a une alerte partout. C'est-à-dire qu'il est clair pour un pays où j'ai vécu pendant longtemps, au Tchad, on assassine le président, et puis le chef d'État français va là-bas pour dire que c'est le fils qui va prendre la suite. Et vous essayez de dire d'après que nous on est neutre, que tout va bien, qu'on aime la République, qu'on aime la République chez eux. On est sans arrêt en train de se contredire par rapport à ce qu'on affiche comme valeur générale. Et ça, c'est suicidaire. Et donc, on sait, avec une ou deux actions de cette nature, on a suicidé le paysage français étatique dans ce pays, mais pas culturel. Et je reviens à la culture, de plus, c'est-à-dire que c'est la culture et c'est le fait d'avoir cette imprégnation culturelle et cette connaissance les uns des autres entre l'Afrique et la France qui va sauver la relation. Mais c'est pas l'économie. Oui, merci. Je suis encore une fois à la fois optimiste et pessimiste, mais je vous assure que ce n'est pas après avoir essayé de lutter contre ce qui arrive, mais j'ai expliqué qu'une armée de libération devenait une armée d'occupation quand elle restait. Personne ne m'a entendu, nous y sommes. Oui, merci. On va laisser pour la fin Eric. Juste pour rappeler, de l'autre côté de la Méditerranée, je ne dis pas qu'il y a 300 millions de francophones, on ne dit pas. Et je voulais qu'on applaudisse François, Loïc et Frédéric. De grâce, encouragez vos enfants aux mathématiques et à la physique, encouragez les ingénieurs et scientifiques, les entrepreneurs à prendre des risques, redevez des citoyennes, redevenez des citoyens, et le meilleur est devant nous. Eric, le mot de la fin. Histoire d'être optimiste, une des personnes qui est partie m'a dit tu sais qu'on a un Premier ministre qui est un ingénieur. En théorie. Ah oui, quand même. Hein. Ça a l'air très bien se passer. Donc, je vous remercie tous d'être venus écouter cette conférence. Je remercie nos invités d'être venus. Je pense qu'on a hésité à organiser en se disant avec les grèves on va être 10. Puis en fait finalement on s'en sort pas si mal que ça. Donc on remettra ça un jour où il n'y a pas de grève. Le problème c'est que on disait il y a un mois ça va être fini en une semaine. Et puis ça continue. Je suis pas sûr que ce soit terminé. C'est ça. Et donc oui, on a adopté une démarche entrepreneuriale, donc c'est ce qu'on fait quand même, et puis ça passe sous sa casse. C'est pour ça que j'ai tenu à le dire, parce que je pouvais m'excuser. Il y en a un certain nombre qui l'ont fait, par contre. Mais, je leur pardonne d'avance, c'est la semaine christique, donc je suis d'humeur à pardonner. On vous libère. Moi, il y a une question que j'aurais voulu poser, mais on n'a pas forcément le temps. Je vais juste raconter une anecdote pour finir. J'ai un ami qui a développé une entreprise qui fabriquait à l'époque des t-shirts imprimés, à l'époque c'était la mode il y a 15 ans. Et les marques lui ont dit on veut bien vos modèles de design imprimés, mais il faut que vous les fabriquiez et que vous nous les vendiez. Alors ce qu'il a fait fabriquer le tissu en Inde, ils font ça très bien, il a fait imprimer en Chine et récupérer le tout. Le garçon, d'abord, sa production était financée par une banque française parce qu'il fallait qu'il paye les Chinois évidemment à la commande, avant que ça parte, parce que sinon ça ne marchait pas. Donc il était financé par l'État français pour acheter en Chine, c'était formidable. Et le gars qui fabriquait pour lui en Chine, il allait une première fois en Chine, le gars l'a reçu, lui a fait manger des nouilles dans un restaurant au fin fond de Shanghai. La deuxième fois, il est arrivé avec une mobilette. La troisième fois, il est arrivé avec une voiture neuve. Et la quatrième fois, il est arrivé avec un Porsche Cayenne. Alors, mon copain, il en a eu marre. Il a dit, bon, je vous rachète. Et il m'appelle et il dit, Thierry, j'ai 2500 salariés. Le gars, en 3 ans, il a fait une usine. Il y a 2500 personnes dedans. Et moi, ma question est la suivante. En tant qu'administrateur de réseau entreprendre, on suit des petites entreprises industrielles qui s'est démarré, notamment Carrier, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des vélos à annulateur d'inertie pour faire des livraisons. Ils ont un mal fou à se financer, en fait. Moi, dans ma vie, j'ai dû faire une cinquantaine de levées de fonds de quelques centaines de milliers d'euros.
pourquoi est-ce qu'en Chine ils arrivent à se financer? Pourquoi est-ce que nous on a cette foutue vallée de la mort? Et j'en finirai avec Parce qu'ils ça. ils ont lu et médité Jacques Rueff. Ah bon? C'est tout, point. Non, mais c'est vrai. Ils ont très bien compris ce qu'a dit Jacques Rueff. Je suis désolé, mais nous, on ne veut plus. Hein, c'est-à-dire qu'on ne veut plus considérer que l'investissement peut conduire à gagner de l'argent et que, parce que si jamais on en gagne trop, eh bien, on vous le prend. Ils ont très bien lu Jacques Rueff. C'est tout. C'est seulement ça. Ça et seulement ça. Jacques Rueff. Merci à vous.